fait que la problématique numéro un, c'est pas le statut de l'entreprise, mais c'est ce que en font les dirigeants et les collaborateurs de cette entreprise. Et donc finalement, le sujet de capitalisme, source des maux de la société, est dépendant des choix, de ce qui motive, de ce qui va faire fonctionner l'entreprise au service d'elle-même, mais à travers finalement un service qui est le service du client, qui est le service des collaborateurs. Donc la question fondamentale, c'est se dire, est-ce que actuellement, dans le passé et actuellement, est-ce que rien n'a changé? Est-ce que l'on a toujours, dans ces sociétés-là, une vision court-termiste, basée essentiellement sur la réalisation d'un résultat que l'on va pouvoir partager avec ses actionnaires, puisque fondamentalement, la problématique, c'est d'avoir des actionnaires heureux, de façon à ce qu'ils continuent à investir dans l'entreprise, permettant à cette entreprise de se développer. Ça, c'est la vision qui confond l'outil avec la finalité de l'entreprise. Et c'est effectivement ce genre de vision qui peut nous conduire dans un mur, qui nous a conduit dans un mur à tel ou tel moment. Et le sujet, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Et la question, c'est est-ce que les entrepreneurs d'aujourd'hui, finalement, prennent suffisamment de hauteur pour se mettre, non pas avec comme objectif le résultat, mais finalement un résultat qui est la conséquence de choix importants. Voilà. Et on y reviendra, si vous permettez, par rapport aux prochaines questions. Mon sentiment, c'est que le monde change sous la pression, essentiellement sous une pression extérieure à l'entreprise, mais le monde de l'entreprise change, et ça nous donne, à moi, mais aussi à vous, une opportunité incroyable de faire bouger en étant à l'intérieur. La question la question de Jésus à l'homme riche, c'est « Viens, suis-moi ». On peut tout à fait reprendre cette question ou cette proposition. C'est bien ce qu'il nous demande encore aujourd'hui. « Viens, suis-moi ». Et la parabole des talents nous dit simplement, par ailleurs, « Viens, suis-moi avec ce que tu es, avec ce pourquoi tu es fait, avec tes forces, pour les faire grandir au service du Christ. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi, ça ne signifie pas lâche ce que tu es. Ça signifie viens, suis-moi avec ce que tu es. Voilà. Je ne veux pas trop parler de ça parce que mon voisin est mieux placé que moi quand même pour discourir sur ce genre de texte. Merci pour cette introduction à votre voisin, mais je ne suis pas mieux placé que vous pour discourir là-dessus, et je ne suis pas non plus, bien que j'ai ce vœu de pauvreté, je ne suis pas complètement en dehors de l'évangile qu'on a proclamé tout à l'heure. Je reprends simplement la question qui a été posée. Est-ce que le capitalisme est responsable des dérives actuelles ou de cette espèce d'exploitation de l'homme par l'homme, hein, comme dit Coluche et réciproquement? Je crois que là-dessus, moi, ça m'inspire ce type de question, un peu une réponse en deux temps, hein, si j'ose dire. Un peu en 8 mai, vous savez, comme dans les plans qu'il faut faire à Sciences Po, justement. Oui, on pourrait dire, attention, tout d'abord, je crois que comme chrétien, et c'est peut-être particulièrement vrai aujourd'hui, plus vrai encore aujourd'hui qu'hier, et peut-être encore plus en France, ça me frappe beaucoup depuis que je vis, depuis 6 ans en Suisse, là, peut-être plus en France encore qu'ailleurs, il faut être prudent sur une chose comme chrétien. Ne pas trop vite attribuer à des structures organisationnelles ou sociales des responsabilités qu'elles n'ont pas. Les responsabilités, ce sont d'abord les personnes qui les portent. Et ça, on citait Jean-Paul II tout à l'heure, c'est quelque chose que le pape Jean-Paul II, dans la théologie, a beaucoup développé à travers ce qu'on appelle la notion de structure de péché. Il a développé toute une réflexion sur les structures de péché en disant « c'est vrai que des structures organisationnelles, de l'organisation économique, politique, sociale, peuvent avoir une influence sur les personnes, mais en termes techniques, il disait structure de péché n'est dit péché que par analogie. Parce
que le seul péché qui est commis, c'est toujours par la personne. Je crois que c'est quelque chose qu'il est important à garder en tête. Je vous le dis un petit peu à la fois parce que je l'observe souvent chez des personnes, soit des personnes qui viennent partager comme ça un peu leur vie. Ce que j'observais aussi quand j'étais enseignant, j'ai été un temps enseignant dans le secondaire, quand on avait les réunions parents-prof, vous savez, on reçoit souvent les mères d'élèves, parce que c'est souvent les mères qui viennent aux réunions parents-prof, et puis elle vous disait toujours, oui, bon, mon enfant n'est pas très attentif en classe, mais vous savez, on vit dans un monde qui a plein de téléphones portables, et puis avec son père, on n'a pas nécessairement fait ce qu'il fallait quand il était enfant, donc sa psychologie est perturbée, etc., etc. Donc en gros, à 15 ans, il était déjà sur des rails, et le choix avait été fait, la société l'avait préformé, etc. Quand on parle du péché, parfois on a l'impression qu'on entend la même chose. Alors oui, certes, j'ai commis tel péché, mais ça n'est pas tout à fait ma faute parce qu'on vit dans un monde qui... Bon. Là, il y a quelque chose à faire, à prendre en compte. Le péché est une bonne nouvelle, si j'ose dire, pour le chrétien, parce qu'elle rappelle que nous avons aussi une responsabilité personnelle. Et on n'a pas toujours à incriminer nécessairement une structure organisationnelle qui nous serait supérieure en disant « c'est pas moi, c'est la structure ». Vous voyez, là, il y a quelque chose un peu de déresponsabilisant. C'est le premier aspect de ma réponse, de dire attention, on a tous une responsabilité, je rejoins d'ailleurs un peu ce que disait mon voisin à l'instant. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas non plus être totalement dupe. C'est vrai que le capitalisme, et Jean-Paul II le rappelle donc dans Centesimus Annus en 1991, le capitalisme est un système qui naît quand même sur une philosophie, un esprit, comme dit Max Weber ou d'autres penseurs à sa suite, un esprit qui est en rupture avec une certaine morale catholique traditionnelle. À peu près jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, vous avez dans la réflexion en spiritualité et en morale une mise en avant d'un grand danger qui est le vice d'avarice, le fait d'être concentré sur son intérêt individuel et matériel personnel. Et tout ça se retourne totalement autour du XVIe, XVIIe siècle, où on fait finalement de cette recherche de l'intérêt individuel, matériel, personnel, non plus un vice, mais un élément qu'il faut poursuivre pour contribuer à l'intérêt général. En gros, vous retrouvez ça chez Adam Smith, le fondateur de la pensée économique contemporaine, par exemple dans son grand ouvrage « La recherche des nations » de 1776. C'est un retournement complet. Par exemple, je vous prends juste cet exemple pour vous montrer ce retournement. On a entendu ça dans l'évangile du jeune homme riche, mais on peut aussi le voir dans les tout premiers siècles de l'Église. Saint Justin, qui est un païen converti au christianisme, essaye d'expliquer dans sa première apologie, qui date du IIe siècle, qu'est-ce qui fait la spécificité des chrétiens par rapport aux païens. Il essaye d'expliquer ça à des païens. Et un des premiers éléments qu'il met en avant, c'est un rapport renouvelé au bien matériel. Il dit les chrétiens, quels qu'ils soient, se caractérisent par le fait qu'ils partagent, par le fait qu'ils ont un rapport différent au bien matériel parce que leur patrie est dans les cieux. Alors moi, quand j'ai lu ce texte, j'étais extrêmement étonné. Je me suis dit, franchement, si on faisait un micro-trottoir aujourd'hui dans la rue de Strasbourg ou d'ailleurs, ou si on interviewait des gens à la sortie de l'église et qu'on leur demandait qu'est-ce qui fait la particularité du chrétien, je ne suis pas persuadé que la première chose qu'on dirait, c'est le chrétien a un nouveau rapport au bien matériel, une fois qu'il est baptisé. On avancerait beaucoup d'autres perspectives, d'autres caractéristiques, mais certainement pas celle-là. Et là, il y a eu vraiment un retournement, je vous dis, qui date de ce moment, justement, où la philosophie du capitalisme s'est développée. Et ça, il ne faut pas non plus le perdre de vue. Donc à la fois, pas totalement incriminer les structures, et en même temps, pas être dupe non plus sur la manière dont elles nous forment. Parce que les outils ne sont pas neutres. Il faut toujours garder en tête le fait que les outils sont aussi porteurs d'une certaine représentation de l'homme, et créent aussi en nous un certain nombre de réactions de représentation. Je crois aussi qu'on y reviendra. Alors je vais me permettre du coup de complémenter le propos de mes deux prédécesseurs, peut-être en apportant en plaçant le curseur un peu différemment. Je pense, moi je suis professeur de sociologie en partie, comme vacataire, pardon. Je sais pas si celui-là marche ou pas. Vous m'entendez? Donc j'interviens comme vacataire auprès des étudiants de l'Acato en licence sociaux, et je trouve, en tout cas mon expérience de professeur, c'est qu'il y a une moindre sensibilisation à la réalité des structures économiques chez les générations plus jeunes, tout simplement, parce que, pour les saisir ou pour se
convaincre qu'elles ont une forme de réalité particulière. Évidemment, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les rencontrer, on ne peut pas les voir. Comme le disait Olivier, j'ai travaillé sur le groupe Total, donc effectivement, j'ai jamais rencontré le groupe Total, j'ai rencontré que des salariés. Donc je suis tout à fait d'accord avec Jacques Benoît lorsqu'il dit que quand on est face à une structure de péché, on va dire une forme organisationnelle un peu diffuse, qui génère des injustices sociales, on ne peut jamais la rencontrer. Mais ce qui me semble important par rapport à la question de notre rapport en tant que chrétien au capitalisme, c'est que c'est quand même il est absolument essentiel, je pense, pour savoir comment nous y rapporter, de réfléchir à ce qu'est le capitalisme et à ce qu'il est concrètement. Et si on s'intéresse à la question des structures de péché, donc comme l'a dit Jacques Benoît, ce sont des structures organisationnelles, et je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du droit, en fait, et à l'histoire notamment du droit des affaires, puisque pour créer une entreprise, pour créer une société, il faut utiliser le droit des affaires, créer une société à responsabilité limitée, etc., etc. Et ce qui me semble très intéressant, excusez-moi, c'est de voir qu'en fait, il y a un passage, on va dire, de l'histoire sociale du 19e siècle qui est en fait très peu connu, qui est ce moment en fait où s'est libéralisée la création de sociétés à responsabilité limitée, ce que je disais à l'instant, des sociétés de capitaux, tout simplement parce qu'en fait, dans une société à responsabilité limitée, alors c'est aujourd'hui, avec ces instruments, qu'on a structuré c'est l'architecture juridique de la plupart des entreprises, que ce soit un salon de coiffure qui va être une SARL, ou le groupe Lafarge, ou le groupe LVMH qui est coté en bourse, et qui est organisé avec une constellation de sociétés commerciales, et en haut, une société anonyme qui chapeaute le tout. Donc ce sont bien en fait ces structures qui sont l'armature juridique en quelque sorte du capitalisme contemporain. Et si on revient un peu au moment zéro, c'est-à-dire à partir du moment où on a institué des sociétés de capitaux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est noué comme dilemme éthique, et la façon quelles sont les questions morales qui ont été prégnantes, c'était de savoir si on pouvait autoriser une personne, en l'occurrence des actionnaires, des personnes qui vont apporter, des associés on va dire, leurs deniers personnels pour créer une affaire, si on pouvait accepter qu'ils aient potentiellement des gains illimités. Vous imaginez Zuckerberg qui a créé Facebook avec quelques amis qui deviennent tous milliardaires, ils ont des perspectives de gains illimités, mais qui, par rapport à l'activité économique qu'ils sont en train de créer, ne pourront jamais perdre plus que leurs apports personnels, sauf s'il y a des procès, etc., mais ils ne pourront jamais perdre plus que leurs apports personnels. Donc en économie, c'est un peu une notion un peu élémentaire, ça s'appelle l'aléa moral, c'est-à-dire que vous pouvez perdre au maximum ce que vous avez mis au début, par exemple le 100, et vous pouvez gagner potentiellement l'infini si vous y arrivez. Enfin, si vous avez beaucoup de succès. Donc en fait, vous vous doutez bien que quand la perspective d'introduire des structures juridiques qui permettent ça, a commencé à se faire jour, notamment au Royaume-Uni, il y a eu énormément de débats, parce que justement, ça contrevenait à une idée essentielle de la morale chrétienne, qui était de dire que on doit assumer ses responsabilités en quelque sorte. Donc ce problème de l'aléa morale, c'est-à-dire la perspective d'un gain limité alors qu'il n'y a qu'une perte qui sera uniquement limitée. Imaginons qu'avec Patrick et Jacques Benoît, je crée demain une usine qui permette de trouver un produit révolutionnaire pour faire marcher des voitures sans pétrole, et qu'on s'aperçoive 30 ans après qu'en fait il est extrêmement polluant, mais nous on sera devenus riches entre temps, mais ce sera bien la collectivité qui paiera en fait pour les externalités négatives, entre guillemets, je reprends un concept économique, qu'on a généré avec notre société. Alors, si au début on avait eu une responsabilité, on nous avait dit attention, si vous créez une société, vous serez solidairement responsable des dettes de l'entreprise, on aurait peut-être fait plus d'études d'impact à l'origine, vous voyez, on serait peut-être plus dit quels sont peut-être les risques qu'on va prendre si jamais on peut nous poursuivre en justice parce qu'on a causé des torts qui sont directement liés à notre activité économique. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a une espèce de trappe morale dans le fait de créer des sociétés anonymes, des sociétés de capitaux, qui s'est normalisée en fait c'est très rapidement normalisé, puisque ça, comme le disait Jacques Benoît à l'instant, ça permettait aux personnes de libérer en quelque sorte leur capacité à entreprendre, leur velléité d'innovation, etc. Puisqu'on leur disait de toute façon la collectivité prendra en charge les externalités éventuelles, parce qu'il n'y a pas que nécessairement des externalités négatives, mais des externalités négatives éventuelles. Vous voyez, je pense que ce qui est très important de voir, et là je reviens peut-être plus au contexte actuel, c'est que on est dans un monde qui a été structuré, dont le sous-bassement juridique, en tout cas si on regarde le monde économique, c'est la société de capitaux à responsabilité limitée. Et je pense qu'il ne faut pas du tout mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que si vous avez une petite entreprise de plomberie, ou si vous êtes dirigeant du groupe, je ne sais pas, Nestlé ou un truc comme ça, évidemment c'est des structures qui
qui ont les mêmes fondements juridiques en quelque sorte, mais qui les ont utilisés de façon complètement différente. Vous voyez bien, donc il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier, mais ce qui me semble très important de voir, c'est que, évidemment, ce sont les personnes, au fond, au bout du compte, qui pêchent en quelque sorte, mais ce qui nous est demandé à nous en tant que chrétiens, c'est d'essayer de discerner le monde dans lequel on va rentrer, puisqu'il y a des failles morales qui sont profondes en fait, dans certaines institutions, et à mon avis, c'est personnel, hein, plus elles sont grosses, plus les failles sont importantes, et donc il y a quand même un enjeu de structure en fait, hein, qui est inscrit dans les formes du droit, et qui génère, qui organise les relations sociales, et qui font que même avec toute la bonne volonté du monde, on peut arriver dans une entreprise cotée en bourse, etc. Je veux dire, la forme organisationnelle qu'elle a prise est surdéterminée par rapport à toutes nos bonnes intentions pour la changer, je pense. Enfin, elle est relativement surdéterminée. Donc je serais un peu en désaccord avec Patrick sur ce point. Merci pour ces réponses. Et donc vous insistez, chacun de vous a évoqué la responsabilité personnelle et le fait que c'est pas que le système ne détermine pas tout. Et j'aimerais savoir en quoi ce principe que la personne peut investir dans une entreprise, posséder l'entreprise ou les parts pour créer dans ce monde, en quoi est-ce que c'est bon, en quoi est-ce que vous encourageriez les chrétiens à entrer dans ce mode d'action? Moi, je peux répondre très rapidement. Je pense que l'entreprise ne fait pas de politique. Elle est là pour elle a une finalité économique. Le profit, en théorie, ne devrait pas être l'unique motivation, mais en général, enfin, ça dépend des secteurs, mais il est très difficile d'y résister. Donc il y a un très fort impératif, au moins, d'assurer une rentabilité économique. Donc voilà, je veux dire, on peut probablement créer des emplois. Enfin, il y a un rôle social de l'entrepreneur qui est évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde rencontre des défis qui sont trop importants qu'on le laisse seulement à des entrepreneurs. Je pense qu'il y a besoin de jeunes qui s'engagent aussi en politique. L'engagement politique, c'était pas cette table ronde là, mais voilà, donc du coup, peut-être que vous êtes dans une table ronde, j'en sais rien, mais j'insisterai aussi énormément sur le rôle du syndicalisme. Hein, voilà, donc le pape François a fait beaucoup de discours depuis le début de son pontificat sur le rôle des syndicats. En fait, parmi vous, il y en a beaucoup qui seront très certainement plus salariés que mandataires sociaux d'une société commerciale. Donc la plupart d'entre vous seront probablement salariés. Et donc quand on est salarié, on est confronté à tout un tas de dilemmes éthiques dans lesquels le syndicalisme peut être une plateforme de discussion et d'échange avec des pairs pour essayer de réfléchir et de problématiser ces questions qui se posent. Voilà, donc moi j'insisterai beaucoup là-dessus. C'est aussi le retour de mon expérience sur le groupe Total, qui est un peu perdu à la cause sur les questions climatiques, et les seuls gens un peu intéressants que j'ai rencontrés, qui avaient des choses intéressantes à dire sur leur métier, étaient dans le monde syndical. Donc, et ça a été une découverte pour moi, puisque je viens des grandes écoles. Donc je me permets de le dire. Oui, alors, moi je dirais là sur cette question et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que je prendrais juste un tout petit peu de champ par rapport de nouveau à la question directement posée. À mon sens, en général, il y a un grand danger qui peut toujours menacer le chrétien, c'est le risque d'angélisme. Vous savez, cette phrase qu'on prête à Pascal, sans doute, qui fait l'ange, fait la bête. Et on pense souvent un petit peu, quand on fait un examen de conscience morale, au côté peut-être un peu bête, un peu nature, qui peut nous attirer vers le bas. On pense moins parfois que notre représentation faussée de ce qu'on devrait être est parfois inspirée du modèle de l'ange, j'entends. C'est-à-dire imaginer qu'on est un petit peu un pur esprit qui flotte au-delà des contingences matérielles et d'un monde concret dans lequel on pourrait vivre. Or c'est dans ce monde aussi, dans ce monde concret fait de personnes qui ne pensent pas comme nous, d'organisations qui ne sont pas pures et parfaites, si j'ose dire, du point de vue moral, j'entends, qui fait qu'on est aussi obligé d'évoluer dans ce monde-là.
Et on est aussi obligé de prendre cette réalité-là à bras-le-corps. Et je crois qu'il y aurait un danger aujourd'hui pour les chrétiens d'imaginer qu'ils doivent forcément, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines orientations, avec certains éléments, se placer en dehors de ce monde dans lequel on est invité à vivre. En revanche, voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut garder en tête, à mon avis, quand on est en entreprise. C'est d'abord le côté, ça a été rappelé tout à l'heure dans cette belle citation de Jean-Paul II sur le capitalisme, qu'il y a quelque chose de positif dans le fait d'avoir une certaine responsabilité, une certaine créativité, voire même une certaine mise en concurrence. Parce que la concurrence, elle est aussi quelque chose qui permet une forme d'émulation. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est positif. Quelque chose de positif aussi sur le fait qu'on est confronté parfois à des situations où il n'y a pas de règles directement à suivre. Vous voyez, moi je crois beaucoup qu'il faut qu'on retrouve une forme de ce qu'on appelle un peu techniquement une éthique des vertus. C'est-à-dire que souvent on est un peu ballotté, quand on réfléchit sur des questions morales, que ce soit en économie ou ailleurs, entre deux pôles. Ce qu'on dit un petit peu techniquement, excusez-moi si ça jargonne, mais je vais l'expliquer tout de suite, le déontologisme et le conséquentialisme. Le déontologisme, ça veut dire imaginer qu'il y aurait une loi à laquelle il faudrait, une loi morale à laquelle il faudrait se conformer pour pouvoir diriger toutes ses actions dans le moindre détail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des grands principes qu'il ne faudrait pas suivre, mais il n'y a pas des règles morales pour toute chose. Moi, je suis souvent un petit peu perturbé quand des gens viennent me voir et me disent « Mais que pense l'Église d'eux ?» Alors déjà, quand la question commence par ça, je suis assez mal à l'aise parce que je me dis « Ouh là là, ça commence mal. Que pense l'Église du fait d'investir dans des sociétés de tel et tel statut juridique ?» Souvent, elle ne pense rien, en fait. Il faut le dire clairement, et souvent, tant mieux qu'elle ne pense rien. Parce qu'il faut aussi que les chrétiens aient une forme de responsabilité aussi, voire même de créativité dans certains cas, dans leur vie morale, pour dire, moi, dans cette situation compliquée, je décide de faire ça comme chrétien. Et peut-être que mon choix, il n'est pas tout à fait blanc, il est un petit peu gris, mais c'est le seul que je peux prendre dans cette situation. Donc, sortir de cette espèce de fantasme qu'il y aurait une espèce de règle qu'on aurait qui permettrait de dire, en toute situation, je sais ce que je peux faire comme chrétien. J'ai un petit vadémécum que je dois ouvrir, puis si je ne trouve pas la réponse, je vais demander à un prêtre. Bon. Et l'autre risque que j'appelais le conséquentialisme, c'est de laisser tomber complètement ça et de dire au fond, ce qui compte c'est quand même le résultat. Hein. Si j'ai une entreprise qui nourrit énormément de monde et qui fait un chiffre d'affaires, en plus que je vais réinvestir dans des œuvres tout à fait morales, eh bien j'y vais finalement. Pourquoi est-ce que c'est dangereux aussi? Parce que la fin ne justifie jamais les moyens. Et que c'est pas simplement parce qu'on a un résultat qui est positif, c'est pas simplement parce qu'on fait tourner par exemple une société et qu'on fait en sorte que des gens puissent être salariés et éventuellement qu'on réinvestisse ses profits, c'est pas seulement à cause de ça qu'on peut dire qu'on a bien géré, qu'on a géré moralement par exemple une entreprise. Tout ça pour dire qu'on est toujours un petit peu dans ces situations où il n'y a pas de règles nécessairement pour chaque action très particulière et où en même temps il faut être toujours attentif au fait que notre autonomie, notre responsabilité, elle nous engage comme chrétiens et que voilà, on doit aussi jongler avec ces situations un petit peu grises. Mais c'est ça aussi qui fait que on est vraiment des personnes que le Christ respecte. C'est-à-dire qu'il nous dit, je remets aussi cette création et ce monde entre tes mains, qu'est-ce que tu en fais? Je voudrais à la fois réagir et répondre, réagir au propos précédent et répondre à la question. Alors j'ai une particularité, c'est que je suis dirigeant d'une société qui dépend de Crédit Agricole SA, donc une société cotée avec des résultats en milliards d'euros, la première banque européenne en nombre de clients. Voilà. Je travaille essentiellement pour les caisses régionales du Crédit Agricole, qui sont des banques mutualistes. Et je suis administrateur d'une société d'assurance mutuelle de Niort. Quand je vois le fonctionnement des 39 caisses régionales du Crédit Agricole, de CASA, Crédit Agricole SA, ou de cette mutuelle de Niort, je vois bien que dans la réalité de la relation, par exemple, par rapport aux collaborateurs, le statut n'a rien à voir dans l'affaire.
Rien à voir. Dans les 39 caisses régionales qui ont le même statut, les réalités sont différentes en fonction du dirigeant et en fonction des cadres de proximité, du message que l'on fait passer. Et la mutuelle niortaise a, je dirais, des tensions comme dans n'importe quelle entreprise. Un des intérêts que je vois dans l'entreprise à capital, c'est que finalement, elle a l'obligation de réagir aux parties prenantes, à ce qui les entoure. Et aujourd'hui, la pression des parties prenantes va dans un sens qui est pour moi un bon sens par rapport à nos propres convictions. Aujourd'hui, on est encore sur des mots, sur des changements qui sont des phrases, des écrits, on écrit des raisons d'être, où on devient une entreprise à mission. Ça reste à un niveau, je dirais, voilà, nous on a écrit au Crédit Agricole qu'on devait agir chaque jour dans l'intérêt du client et de la société. Agir chaque jour dans l'intérêt du client et de la société. Une fois que tu as cette phrase-là, tu peux la transformer un petit peu et l'appliquer, j'espère, à l'Église catholique. Donc, pas de problème. Ça, c'est la pression des parties prenantes qui a poussé les entreprises à aller dans ce sens-là et à écrire des choses avec lesquelles je pense que la plupart d'entre nous, on se sent bien. Maintenant, puisque c'est écrit, notre défi, le défi de l'entreprise, c'est d'être cohérent avec ce qu'elle a écrit, et le défi des collaborateurs, c'est de rappeler, d'être corde de rappel par rapport à cet engagement-là. Et là, je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense que l'on a intérêt, on n'a pas intérêt à rejoindre une entreprise avec laquelle on ne partage pas les valeurs, de façon claire ou évidente. Si la distance avec les valeurs de l'entreprise est trop importante, on va se pourrir à l'intérieur. Ça ne va pas marcher. Ou alors il faut vraiment, c'est un engagement d'une vie. Mais une fois qu'on a rejoint une entreprise qui ne s'oppose pas à nos valeurs, nous avons effectivement intérêt à agir. Nous avons intérêt dans l'entreprise. On a eu une réflexion dans notre mouvement il y a déjà pas mal d'années. Peut-on travailler dans une entreprise d'armement en tant que chrétien? Donc, vous voyez toute la problématique que l'on peut se poser effectivement par rapport à la finalité, si l'on considère que la finalité de l'armée, c'est uniquement de tuer. On peut aussi imaginer que la finalité de l'armée, c'est aussi défendre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis éventuellement défendre des valeurs, défendre un pays dans lequel on se sent bien. Donc faut-il y aller? De façon générale, la réponse a été de dire si tu ne te sens pas à l'aise d'y aller, tu n'y vas pas. Mais par contre, si tu y vas, tu as une possibilité finalement de faire bouger, d'agir. Et il vaut mieux que dans des entreprises, pour lesquelles il pourrait y avoir des dérives, il vaut mieux que les chrétiens soient présents dedans plutôt que devant. C'est une question importante que vous allez devoir vous poser, vous, quand vous allez commencer à rechercher votre premier emploi. C'est bien une question qui vous est renvoyée à vous, individuellement. Et c'est vrai que ce n'est pas votre prêtre référent qui va vous choisir l'entreprise pour laquelle vous devez aller. Enfin, ça va faire du boulot sinon. C'est bien. Donc, et je voudrais, ça c'est un point très important, et je voudrais finir vraiment par ce paradoxe qui est que je ne suis pas persuadé par exemple que les entreprises sociales et solidaires ou que les associations soient les types d'entreprises ou types de mouvements qui bougent le plus vite par rapport à une entreprise capitalistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, une association, une ESS, elle a initialement défini son objectif, sa raison d'être. Et la tendance, c'est de dire qu'on a toujours raison.
et que finalement il n'y a pas à changer. Et je pense que nous devons, quand on est responsable d'association, et vous êtes sûrement présent dans pas mal d'associations, toujours vous poser la question, est-ce que parce que je faisais ça hier, est-ce que finalement c'est la bonne façon pour demain? Et ces entreprises, ou ces associations, ou ces ESS, en fait, elles ont une grande force. C'est qu'elles ont démarré sur non pas pour gagner de l'argent, mais pour répondre à un objectif, à des valeurs. Voilà. Mais ça ne les empêche pas qu'elles ont un devoir aussi de se demander si la façon qu'elles ont de réaliser leur mission est toujours la bonne façon. Et donc, là, vous avez bien pointé du doigt le fait que c'est on peut changer les choses au sein des entreprises, et aussi qu'il y a d'autres lieux que les entreprises dans lesquels on peut s'investir pour améliorer le fonctionnement de notre société. Mais donc vient maintenant la question de savoir si on peut changer, si on peut améliorer le fonctionnement de notre société en changeant les rouages du système, le fonctionnement des entreprises, ou alors est-ce qu'il faudrait plutôt essayer de changer les cœurs des gens? Est-ce que des personnes de bonne volonté peuvent vraiment avoir un impact sans modifier le système, ou alors est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir un impact sans changer, sans essayer d'emmener d'autres gens dans leurs convictions? Alors c'est une vaste question, je pense, qui dépasse même, puisqu'on parlait tout à l'heure d'autres tables rondes, je pense qu'elle implique aussi des décisions politiques. Ça, c'est aussi une question qu'on ne se pose pas seulement dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère politique finalement. Quel est le lieu le plus adéquat pour porter aussi notre témoignage chrétien? Est-ce que c'est finalement autour de nous, ou est-ce que c'est finalement les changements de la structure sociale, politique, économique qui doit être le lieu où les choses changent? Saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien dominicain du XIIIe siècle, donc je m'y réfère un peu parce que c'est un de mes frères, Cocorico, ça fait du bien d'avoir de temps en temps des frères quand même auxquels on peut se référer. Non, je plaisante. Mais disait une chose qui est encore, à mon avis, valable aujourd'hui, c'est qu'il est toujours nécessaire, quand on a affaire parfois à une structure sociale qui ne nous convient pas trop, il disait en gros deux choses, qu'il y a deux choses deux lieux d'investissement qu'on peut avoir. Le premier, ce serait de ne pas négliger le maintien de petits groupes ou de petits lieux prophétiques, comme on pourrait dire. Pour ça que moi, je ne suis pas forcément contre le fait qu'il existe, par exemple, des entreprises qui vont essayer de pratiquer de façon un peu utopique certaines formes d'organisation. Je vous prends un tout petit exemple. Le mouvement des Focolari, donc, qui est ce mouvement italien fondé par Chiara Lubic, a lancé ce qu'ils appellent l'économie de communion. Ce sont des entreprises qui fonctionnent selon le modèle un petit peu du monastère bénédictin. Bon, j'ai jamais vu fonctionner en direct. Quand on le lit, ça semble un peu bizarre, mais visiblement, ça marche quand même assez bien. Donc, ils essayent de mettre en œuvre toute une série de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font en sorte que leurs entreprises fonctionnent un peu comme pouvaient fonctionner les monastères bénédictins quand ils étaient dans une perspective productive. Bon, c'est des petits lieux un peu utopique, il faut dire, parce que toute entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. Mais simplement le fait qu'ils existent est un peu un poil à gratter dans le système pour dire peut-être tel et tel élément sont des sources d'inspiration que d'autres peuvent reprendre. Ou même des mouvements qui parfois vont vouloir vivre de façon un peu alternative. Alors ça fait un peu sourire quand on le voit de l'extérieur, mais le fait qu'ils existent en soi est un rappel pour l'ensemble d'une société pour dire on n'est pas obligé nécessairement de vivre selon les normes
de structures organisationnelles qui nous seraient imposées de l'extérieur. Voilà, premier élément, ne pas négliger le fait qu'il peut exister ces petits groupes prophétiques et que parfois on peut s'y sentir aussi à l'aise en fonction de sa propre sensibilité. En disant, moi je ne pourrais pas, par rapport à ce que vous disiez, envisager de vivre dans une grande entreprise qui a tel et tel objectif qui sont totalement contraires à mes convictions et je ne peux pas me lever le matin en travaillant dans ce type de structure, donc je choisis de vivre dans un truc qui certes n'est pas une entreprise, qui n'est certes pas un modèle applicable à l'ensemble de la société, mais qui a ce côté un peu prophétique. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est se dire effectivement comment est-ce que je vis dans une structure qui n'est peut-être pas exactement celle qui correspond tout à fait à mes convictions. Et là, je défendrai juste un élément qui me semble important à rappeler aujourd'hui. Attention de ne pas être trop individualiste dans son respect de la morale chrétienne et catholique. Vous voyez, du style, moi mes convictions m'interdisent de faire telle et telle chose, moi j'ai ma conscience pure et je suis ma voix, et je ne fais pas trop attention à comment se comportent les autres et à comment vont les autres. Je crois qu'on a aussi à avoir un certain souci du bien de l'autre. Quand on travaille par exemple dans une entreprise, ou même quand on est membre d'une société, en se disant comment est-ce que je peux faire en sorte que l'autre progresse vers un bien, qui est un horizon, et progresse avec moi, peut-être à son rythme. Saint Thomas d'Aquin, justement, là-dessus, c'est pour ça que je m'appuyais sur lui, disait qu'il y a parfois un grand risque pour qui gouverne une nation, et je pense que c'est applicable aussi à une entreprise, si vous êtes dans une situation de gouvernement, quel que soit le degré de hiérarchie. Il y a un grand risque, c'est de vouloir faire avancer les gens trop vite. Et bon, les médiévaux étaient assez concrets. Il avait un petit proverbe là-dessus qui essayait de résumer les choses. Il disait « Qui se mouche trop fort fait jaillir le sang ». Bon appétit. Vous voyez, on peut être docteur de l'Église et avoir des paroles un peu d'or. Mais il disait par là, attention, si je veux faire aller trop vite mes collaborateurs, trop vite des gens qui ne partagent pas mes convictions, je peux parfois les entraîner dans un mal plus grand que celui auquel ils seraient entraînés si je prenais le temps de leur expliquer, de faire des tout petits pas avec eux. Et parfois, c'est un peu un risque qu'on peut avoir comme chrétien en disant moi, ça c'est ma conviction, et je suis dans un poste de responsabilité, donc j'y vais, hop, j'applique directement mes convictions, je les traduis tout de suite. Et puis les autres, tant pis, ils suivent, sinon ils crèvent. Oui, sauf que peut-être, là, vous allez perdre des personnes qui auraient pu progressivement faire des petits pas qui étaient à leur mesure et que vous leur avez empêché de faire. Et ça, je crois que ce deuxième aspect, au-delà de ce côté prophétique, il est aussi à prendre en compte. Je dois prendre en compte ceux qui m'entourent pour pouvoir avancer avec eux vers le bien. Et donc, parfois, il y a un certain nombre d'éléments qui ne vont pas correspondre à mes convictions, mais c'est seulement pas après pas que je vais pouvoir avancer vers des éléments qui correspondent à ce qui fait ma foi profonde. Je voudrais, avant de répondre directement, reprendre le résultat d'une enquête qui vient de sortir, pour essayer de la récupérer, une enquête IFOP philonomiste, donc un journal philosophie, où ils sont interviewés des salariés sur ce qu'ils pensaient de leur entreprise et du rôle de l'entreprise. Et je trouve qu'il y a des éléments, cette fois-ci statistiques, qui ne sont pas inintéressants, parce que l'on a tous nos a priori sur ce que croient nos concitoyens sur le devoir de l'entreprise et comment ils s'y trouvent. Il y a des sujets qui sont vraiment, des réponses qui sont tout à fait questionnantes. Ce que l'on constate à travers l'enquête, c'est que clairement le français est sceptique, désabusé vis-à-vis de l'entreprise et du rôle de l'entreprise. Le regard général, c'est non mais l'entreprise, de toute façon, elle pense qu'une chose, c'est le résultat. Et d'ailleurs, le français considère que c'est pas si mal que ça et que c'est vraiment son rôle. Et donc en particulier, le français moyen ne confie pas à l'entreprise un rôle au-delà de la finalité de l'entreprise et en particulier un rôle par rapport à la société avec un grand S. Confiant plutôt ce rôle-là à la politique, au gouvernement, qu'à l'entreprise. Ça, c'est un premier constat.
Personnellement, je pense que on peut essayer de faire en sorte que les entreprises se sentent responsables de la société et des conséquences de ce qu'elles réalisent. Mais on n'y croit pas. Concrètement, on n'y croit pas et c'est pas si simple. Donc on a raison de ne pas y croire au sens c'est une évidence que non, ce n'est pas une évidence. Mais par contre, la question c'est est-ce que pour autant il faut en rester là est-ce qu'il ne faut pas interroger continuellement l'entreprise? J'ai été marqué par un chiffre, 49% des salariés se disent parfois amenés à agir contre leurs valeurs. 49%. Alors si c'est vraiment très ponctuel, on peut estimer que ce n'est pas hyper grave. Mais néanmoins, si vous posez la question, vous avez un salarié sur deux qui dit j'agis contre mes valeurs. Ça doit effectivement nous interroger. Mais moi, la première chose sur quoi je veux rebondir par rapport à cette réponse, c'est que je pense que chacun de nous individuellement, nous devons régulièrement se poser cette question. Une fois que vous serez pris dans l'entreprise, dans le flot d'activités, quand est-ce que vous prendrez le temps de réfléchir à la cohérence de ce que vous faites dans votre entreprise avec ce à quoi vous croyez? Voilà. Ça, ce temps de réflexion, il est super important pour éviter qu'au bout de 5 ans, vous fassiez partie des gens, parce qu'on va vous poser la question au bout de 5 ans, qui disent ah non, mais non, souvent, je n'ai pas agi en correspondance avec mes valeurs. Et alors l'autre chiffre intéressant, c'est que 82% des Français estiment que l'entreprise est responsable du bonheur de ses salariés. Donc on a un truc qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on considère que l'entreprise n'a guère d'autre rôle que de cracher du résultat, et en même temps, on veut qu'elle soit responsable de son bonheur. Alors son bonheur au travail, quand même. Mais il y a encore bien une bonne séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et finalement, à travers ces éléments-là, la question à laquelle nous sommes renvoyés, c'est de savoir si dans l'activité professionnelle que nous aurons, si je reprends Hannah Arendt, qui a dans Conditions de l'homme moderne en fait défini trois façons de travailler, le labeur, qui est finalement je fais un travail sans en saisir vraiment le sens. L'œuvre, c'est le sentiment de participer à une œuvre qui est celle de l'entreprise, voilà, c'est de vraiment participer à la finalité de l'entreprise. Et puis l'action, qui est le moment où l'on se sent finalement créateur au sein de l'entreprise, créateur d'une évolution, d'un changement, à la source finalement d'un choix. Voilà. Et je pense qu'on est tous appelés, nous sommes appelés en tant que chrétiens à être créateurs. Dans quelle entreprise je serai à l'aise pour être créateur? Comment finalement déjà donner du sens à son travail? Comment travailler avec? Ça c'est très important et je vous remercie d'avoir insisté. Le sujet, c'est pas individuellement. Vous êtes grande école, vous êtes sûrement, si vous rejoignez une grande entreprise, une entreprise moyenne, appelé à être manager. Le sujet, c'est bien comment vous allez vivre en tant que chrétien votre rôle de manager. On aime bien, nous, insister sur une position coach plutôt que manager. Donc, d'écoute, d'accompagnement. On parle aussi de management situationnel. Management situationnel, c'est pas très compliqué. Ça consiste à dire que j'adapte mon management à chacun des collaborateurs. Donc, je peux avoir un certain style de management. Mais finalement, le meilleur management, c'est de se dire, mais qu'attend le collaborateur? Par exemple, la délégation. De façon générale, les collaborateurs aujourd'hui, il nous semble, ils le disent, souhaitent qu'on leur fasse confiance. Alors pour moi, c'est fondamental. C'est ce que j'appelle la symétrie d'attention. On demande à nos collaborateurs de faire confiance aux clients. Si nous, on ne leur fait pas confiance, il n'y a pas de symétrie d'attention, ça ne marchera pas. Si vous leur demandez à vos collaborateurs de sourire quand ils ont un client en face et que vous leur faites la gueule quand vous les voyez, ça ne marche pas.
La symétrie d'attention, c'est super important. Comment donc, en matière de délégation, c'est quoi l'enjeu? Déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une mission, partager, expliquer, et on dit, ben maintenant c'est toi qui vas faire. Et on te laisse. On ne sera pas sur ton dos continuellement. Concrètement, il y a des collaborateurs qui sont ravis d'avoir une délégation totale et qui disent ben, rendez-vous dans 6 mois, puisque vous m'avez dit qu'il fallait rendre le travail entre guillemets dans 6 mois. Dans 6 mois, on se voit. Très bien. Et pendant 6 mois, faites-moi confiance. D'autres collaborateurs auront besoin d'un rendez-vous hebdomadaire. Et si vous n'organisez pas ce rendez-vous hebdomadaire, ils seront perdus, paumés, malheureux. Parce qu'ils ont besoin, certains, mais pas tous. Et c'est là où d'être accompagné de façon plus proche. Donc, l'importance du collectif qui passe par une juste écoute de l'autre pour comprendre finalement comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, c'est la clé d'agir vis-à-vis de son prochain, de montrer un réel amour de son prochain. Quelques points rapides sur la question et pour revenir sur certaines choses qui ont été dites. Ce qui me semble vraiment important quand on parle de l'entreprise, ce qui me semble problématique quand on parle de l'entreprise en général, c'est qu'on ne voit pas que fait, les entreprises, c'est comme les poissons. Il y a des sardines et il y a des requins baleines. On pourrait dire des requins blancs même. Il y a des requins. Donc c'est une affaire de taille. C'est-à-dire que notre possibilité de vivre la vie morale dans un groupe du CAC 40 ou dans une petite entreprise, pour moi en tant que sociologue, je pense qu'il y a une grosse différence. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne préjuge pas du fait que les gens dans les grandes entreprises sont tous méchants. C'est ridicule de dire ça. C'est simplement dire que ce qui est attendu d'eux en termes d'interaction et les résultats qui sont attendus des interactions qu'ils doivent mettre en place ne sont pas du tout les mêmes en fonction, s'ils sont dans une très grande entreprise qui est cotée en bourse, et une toute petite, une entreprise de petite taille ou de moyenne taille. Tout simplement parce que, par exemple, dans le cas des entreprises cotées en bourse aujourd'hui, globalement c'est clair, les attentes se manifestent en termes de retour sur capitaux propres ou de résultats financiers, et que ces structures-là, la présence des actionnaires, des grands investisseurs internationaux, crée des structures, des attentes qui sont complètement dépersonnalisées. On attend des chiffres. Si vous êtes demain, si vous participez, vous êtes manager dans une petite PME où il y a, 500 salariés, où les actionnaires sont connus et ils ont une politique de long terme, etc., ce ne sera pas du tout les mêmes objectifs. Donc je pense que c'est absolument important, quand on parle de l'entreprise, de se dire, en fait, c'est pas bien de parler de l'entreprise en général parce que ça recouvre des réalités qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres. Quand même le langage qu'on utiliserait par rapport au management serait toujours le même. Je pense que la toile de fond, elle change complètement d'un cas à l'autre. Ça, c'est très important. Et c'est d'autant plus important, à mon avis, mon domaine d'expertise, en tout cas c'est le groupe Total, donc qui est un peu une entreprise type des grandes entreprises, on peut dire, puisqu'elle est structurée par des attentes en termes de retours financiers qui sont très clairs. Ils ne connaissent pas leurs actionnaires, pour être tout à fait direct. Donc à partir du moment où on ne sait pas exactement ce que l'actionnaire veut, on lui sert du retour sur investissement. Ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est pas marqué sur les présentations, mais moi j'étais à votre place, je suis rentré à HEC en 2008, j'en suis sorti en 2012, donc ça fait pas très longtemps. Ça fait 10 ans, donc je suis rentré au moment de la crise financière, ça fait 10 ans qu'on nous parle des parties prenantes, et ça fait plus longtemps que ça, dire que les parties prenantes contribuent positivement à faire évoluer l'entreprise, etc., etc. En fait, moi je parle de mon cas, par exemple Total, que pour le coup j'étudie depuis 2013, ça n'a rien changé, c'est-à-dire que Total aujourd'hui ils investissent 90% de leur investissement dans les énergies fossiles. Donc en fait, depuis le temps, évidemment il y a des plateformes pour discuter avec la société civile, et il y en a toujours eu, et on peut discuter, et on discute, on passe notre temps à discuter. Donc voilà, je participe puisque je suis chercheur, donc en tant que chercheur j'interviens dans cette entreprise, donc je vois très bien comment ils discutent avec les gens, pour faire passer le temps en quelque sorte, pendant que les gens qui n'ont pas le temps de nous rencontrer, parce qu'ils sont vraiment aux commandes, prennent les décisions importantes pour l'entreprise. Donc ça me semble très important de voir, et en plus, et là plus largement, et je dirais même que générationnellement, on vit dans un monde aujourd'hui où quand on allume les news, on se rend compte que les conditions d'habitabilité de la planète sont en train d'être détruites, et que je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute de Total, tout ça, parce que Total produit 1% du brut qui est mis sur les marchés ou du international tous les jours, mais n'empêche qu'il contribue à une dynamique qui est vraiment en train de nous conduire dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer.
Et vraisemblablement, on est sur une pente de réchauffement climatique qui va être au-delà des 3 degrés, et les conséquences vont être cataclysmiques. Donc en fait, voilà, quand je dis que les entreprises, il y a des sardines et des requins-baleines, et que du coup, il ne faut pas parler de l'entreprise en général, mais toujours se demander quels sont les cas particuliers dans lesquels on va être amené ou pas à intervenir, je pense que c'est très important. Et peut-être un retour aussi par rapport à mon terrain, et par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure, j'ai rencontré beaucoup de personnes, évidemment, en fait, quand on est sociologue, c'est très perturbant, parce que vous vous doutez bien que si vous mettez les pieds dans une grande entreprise comme Total pour discuter avec les personnes de leur trajectoire professionnelle et de la façon dont elles comprennent le changement climatique, c'est loin d'être tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire que moi, j'ai pas rencontré des gens particulièrement machiavéliques. Hein, évidemment, enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont des dilemmes moraux, qui ont une famille, etc., etc. Ceci étant dit, ce qui me semble, enfin, ce que j'ai constaté, c'est que, enfin, et là, ce serait peut-être pour critiquer un petit peu ce que dit Patrick, même si je ne suis pas complètement d'accord sur le fond. C'est pour ça que je prendrai le... C'est que, en fait, cette question de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment je me sens avec ça, c'est une réflexion qui est évidemment centrale. Je veux dire, il ne s'agit pas, je ne vais pas remettre en cause l'intérêt du discernement ignatien pour savoir, pour orienter les décisions qu'on va prendre. C'est clair que c'est important d'approfondir les motivations profondes qui peuvent nous amener à faire tel ou tel choix. Mais ce qui est frappant, c'est que quand on fait le choix, par exemple, de rejoindre une entreprise comme Total, je regarde cet exemple parce que c'est le mien, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient un sens du discernement assez important, enfin assez poussé, des personnes assez fines, qui voient bien les situations dans lesquelles elles se trouvent, mais qui n'ont pas, enfin par exemple, qui n'ont pas pris le temps ou qui ne sont pas dans des situations où on les a incités à comprendre vraiment quel était le contexte dans lequel, enfin, à comprendre l'action collective à laquelle ils participaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'était le changement climatique. Ils avaient une perception faussée en fait des enjeux, de ce que dit l'entreprise par rapport à la réalité matérielle de ce qu'elle fait, parce qu'évidemment, 90% des engagements matériels, c'est-à-dire financiers, infrastructures en énergie fossile, ça ne préjuge pas du pourcentage que ça occupe dans la communication. C'est-à-dire que le Total parle beaucoup plus du climat, évidemment, dans le temps qu'il lui est alloué en général, que des derniers investissements qui ont été faits en Russie ou au Nigeria. Évidemment, il parle beaucoup plus d'autres choses, des solutions, etc., etc. Donc, il y a une perception, enfin, j'ai retrouvé quand même une perception assez souvent faussée, parce que l'entreprise est très grande, donc on ne peut pas tout comprendre, on comprend les éléments qu'on nous donne pour réfléchir, mais on n'a pas le temps, parce que voilà, les personnes, et là encore, il ne s'agit pas de jeter la pierre, c'est juste de dire qu'on est dans des structures sociales où on ne nous encourage pas forcément à essayer de prendre en compte la complexité de l'entreprise qu'on a rejointe quand c'est une grande entreprise. Et à mon avis, ce déficit, et c'est un peu la même chose sur l'armement, c'est-à-dire qu'on peut mener une réflexion de savoir j'y vais pas, mais en fait, de quoi on parle? C'est quoi l'objet? C'est-à-dire où vont les armes? Est-ce qu'elles sont vendues en Arabie Saoudite? Est-ce qu'elles sont vendues pour servir sur le conflit yéménite? Est-ce qu'elles sont vendues en Inde? C'est qui le Premier ministre indien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit des musulmans? Enfin, en fait, c'est ça la question. Et que, à mon avis, il est nécessaire pour que le discernement soit complet, qu'il n'y ait pas seulement un approfondissement des questions intérieures, mais aussi une connaissance du monde dans lequel on va travailler. Et c'est pour ça que je pense que plus l'entreprise est grande, plus c'est compliqué, parce qu'il y a des chaînes de sous-traitance, parce qu'il y a des chaînes de production qui sont éclatées. Donc, à mon avis, la question de la taille est fondamentale. Et je pense que, en tout cas, moi j'ai remarqué que plus les gens montaient dans la... Enfin, plus je voyais des gens hauts dans la hiérarchie, plus cette scission était, je trouve, importante, quoi. Des gens qui ont beaucoup de pouvoir de décision, qui peuvent transformer le monde, en fait, parce qu'ils prennent des décisions qui changent les choses, matériellement, parce qu'ils décident d'investissement, etc., etc. Et dès qu'il s'agit de discuter du changement climatique, ils ne sont pas négationnistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a un changement climatique d'origine humaine, mais ils ont des arguments moraux qui sont très faibles, en fait. Et, voilà. Notre monde, il est en train d'être détruit. Donc il faut vraiment se demander de quel côté on veut. Enfin, c'est pas un côté ou l'autre, mais comment on se situe par rapport à cette réalité, pour être à la hauteur, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas. Je veux pas discuter de l'entreprise comme ça. En général, in abstracto, on vit dans un monde qui est en train d'être transformé, quoi. Voilà. Donc ça me semble vraiment important. Donc, laissons Total à des non-chrétiens, et ça ira nettement mieux. Alors, non, mais c'est... Non, attends, je t'écoute, et voilà. Donc, laissons Total à des non-chrétiens, et ça ira mieux. En fait, pas du tout. Pas du tout.
Donc, je prends des exemples parce que moi, Total, je ne connais pas. Enfin, je connais la société, mais je ne connais pas de l'intérieur comme tu peux la connaître. Donc, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a une erreur de compréhension de ta part. Je n'y crois pas. Je pense que tu as bien vu le sujet. Donc, je prends des exemples que je connais, qui me concernent. Nous avons donc nous avons des sites en région, 17 sites, 1600 collaborateurs aujourd'hui, d'accord, qui étaient managés, je dirais, donc c'est les gens qui répondent au téléphone quand vous déclarez un sinistre. D'accord, vous avez un sinistre sur automobile, habitation, vous appelez un numéro vert et il y a quelqu'un qui va vous accompagner dans l'indemnisation ou la remise en situation en nature. Voilà, 1600 collaborateurs. Nous avions un mode de management assez classique avec une hiérarchie et puis des tableaux de bord. Et finalement, au fur et à mesure, on avait dérivé et la finalité, c'était pas de manager les collaborateurs, c'était de regarder le tableau de bord et de vérifier que l'activité correspondait, était suffisamment intensive, que la productivité était bonne, que la qualité de service aux clients était bonne, parce qu'on suit évidemment aussi ces sujets de qualité, mais c'était une gestion par tableau de bord. On a enlevé le tableau de bord. On les a fait travailler sans tableau de bord. On leur a dit, écoutez, les tableaux de bord, c'est terminé. On repart de la finalité première du manager, qui est de manager. Ça veut dire s'occuper d'eux, s'occuper des collaborateurs. Et ensuite, vous demanderez, vous, manager de proximité, vous demanderez les informations dont vous avez besoin pour néanmoins suivre votre activité. Mais on ne vous impose pas de haut un tableau de bord qui nous semblait pertinent, que vous devez suivre parce qu'on a petit à petit dérivé. Vous ne managez plus, vous pilotiez un tableau de bord. On pilote des hommes, on conduit des hommes. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, toujours par rapport à ça, on a fait évoluer de façon à ce que chaque collaborateur ait la capacité à prendre des initiatives, à agir indépendamment d'un script. Il n'y a jamais de script chez nous, mais de façon à avoir une réelle possibilité d'action. Simultanément, il y a eu une dérive du coût moyen matériel automobile. Pourquoi ? Parce que les SUV ou autres trucs de ce genre, c'est une catastrophe. Chaque fois que tu as un petit PEC, ça coûte 2 fois plus cher que sur les anciennes voitures. Bon, problème écologique non nul d'ailleurs. Très bien. Et donc j'avais un sujet, c'est comment je peux faire face à une moindre dérive de ce coût moyen, parce que sinon, il va falloir augmenter les prix pour le client final. Et donc on sait ce qu'il faut faire, nous. Et l'habitude, on dit, ben voilà, il faut faire ça. Et là, au lieu de faire ça, on est allé voir les collaborateurs, on a dit, écoutez, on a un problème. On a expliqué le problème, on a dit, ben, qu'est-ce que vous feriez ? Et en fait, ils ont été plus ambitieux que nous sur l'action à mener. À partir du moment où le collaborateur prend en main son action, comprend le sens de son action, en fait, il va plus loin que ce qu'on peut lui imposer de façon hiérarchique. Pour moi, c'est une leçon, je veux dire, c'est vraiment une leçon, parce que vous voyez mon âge, je veux dire, ça fait un certain temps, et j'ai été picousé à du management classique. Mais vraiment, on a cette possibilité. Alors, oui, là je parle de 1600 collaborateurs dans un groupe de 150 000. Mais de toute façon, vous êtes à un certain endroit avec une certaine taille d'équipe ou de collaborateurs. C'est là qu'on agit. Et nous avons une marge d'action. Donc selon vous, si je synthétise, il faut, on peut, ce sur quoi vous êtes d'accord, c'est qu'on peut tous agir à notre niveau, mais qu'il faut faire attention à que c'est pas possible partout, et donc on peut bien faire attention à dans quoi est-ce qu'on s'engage et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les personnes avec qui on est. Donc finalement, pour ma question qui était, est-ce qu'on peut changer les gens ou les engrenages ? En fait, c'est assez...
il me semble pour vous tous, en choisissant bien où on va, on peut agir sur les deux en même temps. C'est avec les personnes qu'on pourra changer le fonctionnement. Et donc là, maintenant se pose la question de savoir si finalement, donc, on est d'accord qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses à changer. Et est-ce que, et donc que ce soit au niveau de la manière dont l'homme est considéré et dont toute la création est considérée. Vous parlez de réchauffement climatique, et je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi toute l'exploitation tous les problèmes de ressources fossiles limitées, etc., pour lesquels on va se taper dessus bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc finalement, est-ce que tous ces problèmes de considération de l'homme qui passe au second rang, c'est pas dû à un manque de transcendance dans le fonctionnement économique et politique aussi sûrement, mais dans le fonctionnement économique de notre monde? Alors je vais répondre très courtement, parce qu'après ce serait pas mal de vous laisser la parole pour des questions. Je suis pas sûr que, bon, c'est peut-être lié en partie à un mode de transcendance, mais il y a beaucoup de personnes qui réclament, qui s'engagent concrètement pour qu'on ait une réforme profonde de l'économie, pour qu'elle soit alignée avec une intégration dans les écosystèmes qui ne revendiquent pas de transcendance particulière, donc je serais très modeste sur ce point-là. Évidemment, les chrétiens ont leur part dans ces revendications, donc en tout cas il faut un régime qui inclut cette possibilité, c'est-à-dire la possibilité de la transcendance, c'est probablement que ça peut aider. Pour terminer, et pour résumer peut-être ce que je disais juste avant, ce qui me semble important simplement, c'est de ne pas simplement régler le discernement éthique que sur le pôle subjectif, donc sur les questionnements intérieurs ou la façon dont je manage les équipes, etc. Et s'intéresser au pôle objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que je produis. En fait, ce qui me semble très important, notamment dans le cas du changement climatique, c'est de réfléchir du point de vue des victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait par exemple que les SUV ne servent à rien, on le sait. Les moteurs ont gagné en efficacité de façon importante depuis 15 ans, et tout ce qu'ont réussi à faire les constructeurs automobiles, c'est à rajouter du poids aux véhicules. Donc moi, si je suis un Bangladais et que j'étais à l'école et que ou en Haïti, pardon, j'ai un ami qui est haïtien, qui lit plein de livres et qui est au lycée, à mon avis, il a un avenir qui est bloqué, mais il comprend très très bien ce qui se passe, parce que je lui ai envoyé des livres sur le climat et il comprend très bien. Mais je me mets dans sa perspective et je rencontre je sais qu'en France, on produit plus de SUV chez Renault, chez Peugeot, etc. Mais en fait, si je suis ce Haïtien ou ce Bangladais, en fait, je m'en fiche de savoir si les gens qui produisent ce SUV, au fond, sont chrétiens ou pas chrétiens, ou comment ils managent les gens. Alors, en un sens, tant mieux s'ils les managent moins pire autant qu'ils les managent de façon gentille. Mais d'un certain point de vue, je m'en fiche. Ils produisent des SUV, ils pourront l'emballer comme ils veulent, ça reste quand même un engin. Alors, c'est pas le seul problème, mais je veux dire, c'est que c'est pas défendable en fait. Donc voilà, je pense que cette dimension objective, c'est-à-dire qu'est-ce que je produis, elle peut pas être dissoute dans la question comment je produis et est-ce que je le fais par un mode de management humain. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a que l'objet qui compte. Je veux dire, la façon dont on gère les personnes et la façon dont on fait grandir chacun dans une équipe, c'est absolument important. Mais ce n'est pas une justification suffisante pour dissoudre la question de l'objet en fait. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça devient une vraie question de savoir ce qu'on peut produire. Oui, moi j'irais dans un sens qui est assez proche, et je dirais quelque chose qui résume aussi un peu de différentes perspectives qu'on a évoquées. C'est que peut-être une des caractéristiques notamment de nos sociétés capitalistes, je m'appuie par exemple sur ce que dit un auteur comme Borgman là-dessus, c'est qu'elles sont caractérisées par une forme d'opacité, en fait. On ne sait pas exactement qui est responsable de quoi, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va produire tel et tel élément dans lesquels... Et donc, du coup, elles produisent une forme de déresponsabilité, de déresponsabilisation. Et je pense que là, le chrétien, il a à retrouver et à réaffirmer un petit peu ce sens de dire, on a au moins une chose à faire, c'est de sortir de cette logique d'opacité. Et de se dire aussi, parce qu'on est porteur quand même d'un regard qui est une certaine représentation de l'homme, de sa place dans la société, de sa place dans la création aussi. On chausse des lunettes aussi qui nous aident à ne pas nous laisser porter nécessairement par le courant qui nous fait dire, ben voilà, ce monde est régulé par des forces dont on ne voit pas très bien quelles sont, puis finalement c'est complexe, donc autant ne pas agir. Je crois que là il y a quelque chose d'assez dangereux avec ça. Moi je pense souvent à cette phrase du pape François qui disait « Je préfère une église accidentée qu'une église malade », c'est-à-dire une église qui resterait un peu dans ses quatre murs entre chrétiens, et qui finalement finirait par
va respirer un air pollué, alors que si elle sort dans la rue pour changer les choses, oui, elle prendra des coups. Mais il vaut mieux prendre des coups, parce que je vous rappelle quand même que le corps du Christ était blessé quand il était ressuscité. Il vaut mieux prendre des coups plutôt que de rester entre quatre murs en se disant « je ne me suis pas trop corrompu avec le monde qui nous entoure ». Donc je crois que le chrétien, il a cette responsabilité qui est que, comme on le dit dans le psaume 84, amour et vérité se rencontrent, c'est-à-dire j'ose dire les choses, j'ose dire oui, tout n'est pas opaque, finalement, il y a des choses que j'ose dénoncer, et en même temps, ben voilà, comment est-ce que je peux les changer, peut-être en prenant un certain nombre de coups là où je suis. Moi, je crois qu'il y a des entreprises qui vivent parce qu'on achète leurs biens. Donc la grande question qui vous est posée et qui nous est posée à tous, c'est de savoir si nous avons un pouvoir en tant que consommateurs. Si personne n'achète de SUV, Peugeot et Renault arrêteront de faire des SUV. Si tout le monde achète des voitures électriques, tout le monde se mettra, tous les constructeurs se mettront aux voitures électriques. Il y a un problème de capacité financière, évidemment, mais il y a aussi une possibilité de refuser de rentrer dans telle ou telle façon de consommer. L'entreprise, quelle qu'elle soit, si elle n'a pas de consommateurs, d'acheteurs, elle plie des gueules. Donc l'action vient aussi de chacun d'entre nous, cette fois-ci non plus en tant que membre d'une entreprise, mais aussi en tant que consommateur. Et donc là, vous avez commencé à aborder la question finalement qui est qu'est-ce que les chrétiens en tant que tels peuvent apporter à ce monde. Je voudrais savoir, j'aimerais que chacun de nous donne en une minute des pistes concrètes sur ce que le monde peut attendre, en particulier les chrétiens, en termes dans le monde économique. Moi, c'est assez simple, je dirais ne pas avoir peur de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui mentent, pas forcément sciemment, mais qui sont juste dans une espèce de flou. Voilà, je repense encore à l'exemple que je vous donnais sur la question de Total et changement climatique, même des gens qui bosseront dans l'industrie automobile qui préfèrent pas vraiment savoir en fait exactement ce qui se passe. Donc je pense qu'on peut attendre des chrétiens c'est des gens qui sont des personnes qui n'aient pas peur de la vérité en fait. Je me permettrai de citer la Bible quand même. Mais un passage qui peut-être vous surprendra, c'est le passage dans le livre de la Genèse où Joseph, le fils de Jacob, est vendu par ses frères. Vous connaissez ce passage. Et les frères de Joseph, à un moment donné, qui sont jaloux de lui, ont cette phrase assez surprenante. Ils disent au moment de le vendre, avant de le vendre justement, de le tuer, ils disent « Allons-y, tuons l'homme au songe ». Allons-y, tuons l'homme au songe. D'ailleurs, ce qui est sur la plaque commémorative de Martin Luther King, à l'endroit où il a été assassiné. Il y a ce passage de la Genèse, allons, tuons l'homme au songe. Et c'est assez surprenant parce que finalement, vous connaissez l'histoire, il décide de ne pas le tuer, et il sera vendu en Égypte, et c'est lui qui va leur permettre ensuite de résister à la famine à laquelle ils vont être confrontés, au moment où ils vont retourner en Égypte, et il va les nourrir puisqu'il est devenu l'intendant du Pharaon. Bon, je ne refais pas toute l'histoire, c'est toujours bien de lire la Bible, vous pourrez vous y replonger, c'est dans le livre de la Genèse. Bon. Pourquoi je vous cite ça? Parce que je crois que c'est là une belle mission du chrétien. Ne pas tuer l'homme au songe. Faire en sorte que l'homme au songe continue à vivre aussi. Et le songe, c'est pas être rêver un monde possible et merveilleux un jour peut-être au paradis avec Jésus. C'est pas ça forcément. L'homme au songe, le songe dans la Bible, c'est quelque chose qui promeut l'action et qui promeut aussi une certaine vision prudente de ce qui peut arriver et de la manière dont on peut changer les choses. Et encore une fois, je crois que le grand risque aujourd'hui, c'est se dire je suis trop petit pour que ça change, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas exactement quelles sont les forces en place, etc. Donc finalement, je me contente de faire mon petit boulot quotidien,
sans me rendre compte des enjeux qui sont les miens et auxquels je suis confronté. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise chacun et ensemble, ne tuons pas en nous l'homme au songe. Et c'est ce à quoi, je crois, le Christ nous appelle. Ne tuez pas l'homme au songe, dites qu'il y a un imaginaire aussi, au sens propre du terme, qui est encore possible aujourd'hui, qui permet de renouveler les choses. Ne tuons pas l'homme au songe, parce que c'est ça, parfois, qui permettra de nourrir, au sens spirituel, mais même aussi matériel et concret, ceux qui, à un moment donné, auront faim. Vraiment, merci de ton intervention, parce que je pense que c'est important, effectivement, que chacun d'entre nous continue à avoir une vision, un songe positif pour notre société. Et de ce fait, par rapport à la question qui est posée, moi, ce que je vous souhaite, c'est d'être capable au maximum d'être cohérent entre ce que vous faites et ce que vous croyez. Cette cohérence, vous devez la porter, et ce n'est pas la cohérence le dimanche à la messe, c'est la cohérence du dimanche avec le reste de la semaine. Et ça, c'est pas évident tous les jours, mais je crois qu'on est appelé à aller encore plus en cohérence. Et nous sommes, et en particulier si on sait sur l'entreprise que vous êtes chrétien, nous sommes regardés aussi dans ce sens-là. Est-ce que celui qui se prétend chrétien agit en chrétien? Merci pour toutes ces réponses. On va maintenant passer aux questions. On a quelques dizaines de minutes, donc n'hésitez pas. D'accord, il y a beaucoup de questions. Du coup, ça pourrait rapidement. D'accord. Vous pouvez vous lever. Levez-vous, parlez fort. On peut les prendre par D'accord. Alors, on va prendre vos deux questions. Lève-toi et parle fort vers l'Assemblée. Ok. Non, moi j'ai une question, une remarque à la fois, parce que vous parlez du pouvoir du consommateur en fait. Mais nous, en tant que chrétiens, on est tous des capitalistes en puissance ici. On va tous capitaliser avec une assurance vie, avec un compte à la banque et tout. Et on n'a pas trop parlé en fait des placements en fait, de l'argent, notre responsabilité sur l'argent en fait. C'est-à-dire qu'on va placer notre argent à la banque, dans une assurance vie, etc. Et tout cet argent, c'est absolument pas contrôlé, c'est des gens qui placent pour nous. Et là, la responsabilité en fait, on la délègue. Et voilà, j'aurais aimé parler un petit peu de cette responsabilité du chrétien dans le placement de l'argent, et que ce placement, il va alimenter ce système, cette croissance qui bouffe la planète, etc. etc. quoi. Donc, un petit peu, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce. Et moi, du coup, j'avais deux petites questions. La première, c'est que vous n'avez pas parlé forcément du libéralisme, qui pourtant peut être un peu lié quand même avec la notion de capitalisme, et notamment le libéralisme économique et philosophique. Est-ce qu'on peut dire, désolé mon père, mais est-ce qu'on peut dire que l'Église est illibérale ou anti-libérale? Voilà. Et la deuxième question, c'est savoir si vous connaissez, en tant qu'économiste ou expert en économie, des alternatives au capitalisme et au communisme, évidemment. Parce que le problème, c'est que en général, quand on demande à un gars libéral et capitaliste si on ne pourrait pas penser à autre chose, il pense tout de suite qu'on pense forcément au communisme, alors que non, je pense qu'il y a d'autres choses. Est-ce qu'on peut par exemple parler encore aujourd'hui de l'économie féodale? Est-ce que c'est encore quelque chose de viable et qu'on pourrait essayer? Voilà. Je vais répondre rapidement dire quelques mots sur la première et la troisième question. Par rapport aux alternatives, je pense que ce qui est très important aussi, alors là c'est le géographe, sociologue qui parle, c'est que quand on parle du capitalisme, en réalité, si tu vas au Japon, aux États-Unis ou aux Pays-Bas, c'est trois modes d'institutionnalisation du capitalisme qui sont très différents. Or, pour un Américain, le régime de sécurité sociale français, alors bon, les républicains diront c'est du communisme, mais c'est quand même une autre forme d'institutionnalisation du capitalisme. C'est-à-dire que, en fait, produire des alternatives un peu abétifiantes capitalisme et communisme, ça n'a pas de sens. La question, c'est comment on institutionnalise la solidarité. Et ça, c'est une question sur laquelle il y a des chantiers énormes, mais qui ne sont pas des chantiers, il n'y a pas besoin de faire des innovations théoriques particulières, c'est-à-dire que améliorer la redistribution, mettre en place, je ne sais pas, demain,
des droits à polluer beaucoup. Enfin, la taxe carbone, c'est une façon d'institutionnaliser le capitalisme. Si demain il y avait une taxe carbone de 200 €, peut-être qu'on serait encore dans le capitalisme ou peut-être pas. Enfin, en fait, le nom n'est pas très intéressant. La question, c'est juste de savoir comment on organise les rapports socio-économiques pour qu'ils soient compatibles avec une prospérité à long terme. Voilà, donc je pense que ça, c'est très important. Il faut se dire que en prenant 3 mesures, en mettant une grosse taxe carbone, en corrigeant les inégalités, enfin là, je parle que de choses qui sont faisables. On changerait de régime socio-économique, ou bien on infléchirait suffisamment le capitalisme dans lequel on vit pour qu'il soit plus acceptable. Tu vois, dire le capitalisme c'est bien, c'est mal, à mon avis en soi c'est pas forcément si pertinent. Après sur la question du placement de l'argent, alors ça tu as raison, c'est un énorme enjeu. Tout l'argent qu'on met à travailler, il met au travail les autres et la nature, ça je pense que c'est très important. J'ai l'impression que tu connais déjà la question en fait en quelque sorte. C'est que quand on met, voilà, on confie de l'argent à un banquier, l'argent, voilà, le banquier ou le fonds d'assurance vie le confie à quelqu'un d'autre pour en tirer quelque chose pendant ce temps-là pour lui-même se rémunérer, etc. Donc c'est une vraie question. Mais je pense que, peut-être Jacques Benoît pourrait nous en dire quelque chose, mais la question du rapport à la thésaurisation et au fait d'investir dans le temps, on a même des choses dans l'évangile là-dessus, c'est qu'il y a un vrai problème moral en fait au fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais une question morale importante. Dans la capitalisation, c'est-à-dire c'est une façon de préempter le futur. Et d'ailleurs, au moment où on a institutionnalisé les caisses de retraite dans l'Europe industrielle, l'Église était loin d'être unanime sur le fait que c'était positif. Il y avait beaucoup de critiques qui venaient du fait que c'était une façon de jouer avec le futur, etc., de prendre la main sur le futur en quelque sorte. Et aujourd'hui, on voit bien, et tu es tout à fait raison, alors la question que faire, c'est s'intéresser aux institutions bancaires dans lesquelles on passe notre argent. Ça, c'est vraiment un enjeu citoyen pour le coup qui est à mon avis extrêmement important. Voilà. Et après, il faut prendre le temps de changer de banque, par exemple. Il y a plein de gens qui pensent le faire, mais pas beaucoup qui le font. Moi, je dis ça, mais je l'ai fait, donc... Oui, alors en quelques mots, je commence par la deuxième série de questions là, qui avait été posée. Effectivement, on n'a pas parlé directement du libéralisme. On pourrait dire quand même que ce qu'on entend par esprit du capitalisme est quand même lié à cette philosophie libérale. Pour dire simplement quelques éléments sur, ça rejoint un peu l'ensemble de la question et même la suivante, enfin la première. Le libéralisme, qu'il soit économique ou politique, a été clairement condamné par l'Église, notamment par le pape Pie XI, déjà Pie IX, pardon, dans le syllabus, dans le fameux syllabus qu'il a publié. Mais ensuite, la condamnation a été reprise de façon extrêmement claire par le pape Pie XI en 1931 et encore par le pape Paul VI qui dit clairement que les deux, et le libéralisme économique et le libéralisme politique, sont contraires. Un chrétien ne peut pas s'y complaire. De la même manière, les deux le disent comme ça, de la même manière qu'il doit rejeter le communisme. Le libéralisme comme le communisme doivent être rejetés par un chrétien. Donc c'est un élément qui est en plus un enseignement constant des papes qui repose sur cet esprit-là. Et encore une fois, ce n'est pas un libéralisme seulement totalement dérégulé, c'est le fondement même de la philosophie libérale qui est mise en avant là-dedans. Vous retrouvez ça donc par exemple pour Paul VI dans Octogesima Veniens, qui est l'exhortation apostolique de 1971, ou pour Pie XI dans Quadragesimo Anno. Mais il y a eu toujours ce problème dans la doctrine sociale de l'Église sur le libéralisme ou le capitalisme que vous touchez du doigt un peu, qui était celle du vis-à-vis marxiste. On voit par exemple dans les brouillons de la toute première encyclique de la doctrine sociale de l'Église, donc Rerum Novarum, écrit par Léon XIII en 1891, que dans tous ces brouillons, il y a une condamnation du fondement du libéralisme et du capitalisme, de l'esprit du capitalisme. Et ce n'est pas repris dans la version finale, parce qu'il y a la crainte du vis-à-vis marxiste, en se disant, si on critique trop fermement le capitalisme et le libéralisme économique, on risque de se dire, qu'est-ce que vous avez à proposer? Et du coup, de dire aux chrétiens, une alternative possible serait le marxisme. Et ça, c'était surtout ce contre quoi on ne voulait pas tomber à l'époque. Maintenant, on en est un peu sorti de cette crainte-là. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est en 1991 que Jean-Paul II peut développer beaucoup plus librement cet élément au moment de la chute des régimes communistes. Mais on n'est pas non plus nécessairement obligé de proposer une alternative. Je crois qu'il faut aussi se dire, on peut aussi vivre dans un système, parce que c'est un système qui n'est pas parfait, on peut aussi essayer d'y vivre tout en dénonçant parfois fermement les modes de fonctionnement ou certaines finalités. Mais on n'est pas nécessairement obligé de proposer une alternative clé en main. Voilà ce que je dirais. Et juste un mot, pour ne pas non plus totalement griller le temps sur la première question, et pour aller dans la suite de ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion, par exemple, sur la question de l'usure, de la manière de spéculer notamment sur le temps,
mais qui a été abandonné encore une fois. Et là, je le dis aussi, parce que vous n'êtes pas nécessairement que des managers. Oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau document qui est sorti de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur ce sujet, mais c'est encore embryonnaire. Je m'excuse, c'est un document que je trouve bien, mais bon, voilà. Bon, je suis enregistré quand je dis ça. Donc c'est un très bon document. Je vous invite à le lire avec un œil positif et critique. Voilà. Mais non, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Vous êtes peut-être des futurs managers, mais j'espère qu'il y en a aussi certains qui seront des futurs chercheurs, et on peut être les deux parfois aussi. Donc n'hésitez pas non plus à réexplorer ces domaines-là, parce que je crois que c'est des domaines, l'économie, qui a été un petit peu délaissé du champ de la morale, de la théologie, de la réflexion de l'Église ces derniers temps, alors qu'il y a quand même des réflexions qui datent de plusieurs siècles qu'on pourrait offrir aux hommes contemporains. Voilà. Deux, trois trucs rapidement, je pense que ça a été dit, hein, je veux dire, sur les placements financiers, il faut effectivement vous informer, vous renseigner. La plupart des banques offrent des placements, je dirais, plus proches de ce à quoi l'on croit. Il ne faut pas simplement en rester au titre du placement, mais c'est déjà un premier pas parce qu'ils sont sous contrôle et validation, mais malgré tout, il faut vraiment s'informer. Ce qu'on fait de votre argent, c'est super important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Juste sur... c'est amusant, nous sommes à Strasbourg, donc le siège du Crédit Mutuel. Je rappelle simplement que le Crédit Mutuel a été créé par des chrétiens pour faire face à l'usure qui était à l'époque pilotée par des juifs. Voilà. Mais donc le Crédit Mutuel est une banque qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui, hein, mais créée par des chrétiens. Sur l'autre point sur lequel je partage totalement, il s'agit bien, c'est pas une alternative au capitalisme. Enfin, je veux dire, on ne va pas tomber de Caril en Silla, il faut arrêter. Donc la question, c'est l'organisation générale qui importe. Et donc, tu évoquais l'institutionnalisation de la solidarité, c'est une clé. Évidemment que c'est une clé. Donc c'est un juste et une intelligence partage entre le rôle de l'entreprise, le rôle de l'État, et donc l'utilisation pertinente, la levée des impôts, pas quelle que soit justement, une levée pertinente des impôts pour une utilisation pertinente ensuite, une redistribution ou un investissement que éventuellement, dans le cas où les entreprises ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes, parce que l'entreprise n'arrive pas à gérer sous-tarifer tel ou tel bien, parce que la personne en face a telle ou telle problématique économique, ou aller à l'encontre des attentes des clients, bien que ce soit contraire à des intérêts supérieurs. Donc l'État joue un rôle, évidemment, et que ce soit... la taxe carbone est un bon exemple, hein, donc voilà, après tu mets les gilets jaunes dans la rue, donc c'est juste un équilibre à trouver. Je veux dire, il y a l'idée est pertinente, c'est la façon de le dire. Et si simultanément à la taxe carbone, effectivement, on supprime l'impôt sur la fortune, je veux dire, on marche comment? C'est un scandale. Je veux dire, et je comprends que les gens se disent, mais ça va pas. Moi, j'ai l'obligation, enfin pas moi personnellement en l'occurrence, mais moi j'ai l'obligation de prendre la voiture parce que je suis obligé d'aller en banlieue lointaine ou loin de la ville-centre où il y a mon travail, donc je prends la voiture, il n'y a pas de transport en commun, l'État n'a pas investi, et boum, je vais payer je ne sais trop combien. Pendant ce temps, le propriétaire de l'entreprise pour laquelle je travaille, on lui a supprimé l'ISF. La logique, je ne la comprends pas. Donc, et là, c'est le vote. Donc, alors, tout à l'heure, on disait le consommateur. Mais évidemment que nous sommes aussi appelés à voter, et à voter le plus pertinemment possible par rapport à des programmes. La taxe, pourquoi il n'y a pas de taxe sur les échanges financiers? Il y a des façons, en termes boursiers, hein, il y a des façons, je dirais que je trouve normales, de revalorisation ou de valorisation des actions, et il y a des façons qui sont des modèles uniquement mathématiques qui jouent, qui n'ont pas de sens économique, enfin pas de sens économique profond, ils ont un sens mathématique, mais pas économique profond. Il faut les taxer, cela. Enfin, je veux dire, voilà. L'avion, c'est génial, hein. Enfin, il faut arrêter. Si les gens ne sont pas capables d'eux-mêmes de dire je diminue et j'arrête de traverser le monde continuellement, s'ils ne sont pas capables de le faire d'eux-mêmes, il faut effectivement faire en sorte qu'ils le fassent moins.
Une façon de le faire moins, c'est que ce soit plus cher. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a des axes. Et effectivement, c'est pas la vie honneur, ou c'est pas qui va de lui-même diminuer son nombre de clients. Enfin, je veux dire, là, il faut quand même. Donc il faut que ce soit imposé par l'extérieur. Si nous ne sommes pas, en tant que consommateurs, capables d'être suffisamment nombreux à prendre les mêmes décisions. Individuellement, on peut le faire, mais globalement, voilà. Merci. On va prendre d'autres questions. Donc, je vous invite à vous lever 3 par 3. Vous levez 3, voilà. Il faut se lever, vous parlez fort pour que tout le monde entende, s'il vous plaît. Ce serait pour revenir sur notamment le changement climatique, avec l'exemple de Total que vous avez développé. Alors, certes, les grosses entreprises contribuent au réchauffement climatique, mais c'est aussi elles qui ont l'argent, et du coup, c'est elles qui ont les possibilités de faire du R&D pour investir dans les énergies renouvelables. Et par exemple, Total, il me semble que c'est ce qu'ils font. Deuxième question. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu plus périphérique, mais vous avez parlé du statut des chercheurs, justement, et qui n'est pas tout à fait le même travail que peuvent avoir les managers en entreprise, par exemple. Et alors, moi, comme étudiante en master de sociologie, je me pose la question, j'ai déjà été confrontée dans le cadre d'enquête, même si ce sont des études, c'est pas le même niveau qu'une recherche professionnelle, mais j'ai déjà été confrontée à ce sentiment vraiment d'impuissance qu'on a quand on est sociologue et qu'on se retrouve face à ce genre de mécanisme, même si on ne peut pas accuser le système et que les hommes font la chose, etc. Quand on rencontre des personnes qui n'ont pas de prise sur les mécanismes, dans le cadre du changement climatique par exemple, ou même face à des personnes qui utilisent des initiatives sociales vraiment importantes, comment, en tant que chercheur et chrétien, on peut à la fois gérer ce sentiment d'impuissance et en même temps se dire que quand même ça a un sens ce qu'on fait et que, je veux dire, c'est vraiment une question que je me pose en tant que potentiel futur sociologue. Voilà. Moi j'avais une question plus sur la fortune personnelle, le fait, parce que vous parlez de chrétien et capitaliste, comment s'accommoder avec, en tant que chrétien, avoir une vraie fortune personnelle, et est-ce que ça suffit de donner ponctuellement ou régulièrement à des associations caritatives pour s'accommoder avec sa conscience, ou est-ce que, on a parlé d'une doctrine sociale de l'Église et un des principes fondamentaux c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Comment est-ce qu'on peut concilier la fortune pécuniaire avec le devoir de l'option préférentielle pour les pauvres qui est sûrement notre devoir de chrétien? Je vais répondre rapidement aux 3 questions. Pour la deuxième, peut-être, je ne sais pas si le lieu d'en parler devant tout le monde, mais on peut échanger sur cette question qui est un petit peu spécifique et liée à l'engagement du chercheur et vis-à-vis du fait qu'il ne soit pas là, il soit simplement là pour recueillir une parole. Alors c'est vrai que ça fait partie de la chance et en même temps de la difficulté de la mission du chercheur, c'est d'être témoin en fait, tout simplement de quelque chose. J'ai fait mon terrain, Jacques Gonod a fait un autre terrain, et c'est vrai qu'il y a une forme d'impuissance dans la mission du chercheur qui est simplement de recueillir et de comprendre ce qui se passe. Mais on comprend peut-être en religion. À propos de la fortune personnelle, j'ai l'impression que tout ce que l'Église a à dire est contenu dans l'évangile de ce matin en fait. Donc après, chacun est un peu désœuvré face à cette réponse de Jésus face au jeune homme riche. Donc à mon avis, plus on a des biens, plus c'est compliqué. Pour répondre à la question, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc, franchement, je partage le vraiment et je sais pas trop quel conseil te donner. Ce que disait Jacques Gonod, on ne peut pas vraiment décider à la place des autres. Mais pour la question de Total, alors par exemple, c'est intéressant, tu peux t'intéresser, si la question t'intéresse vraiment, tu peux regarder les montants qu'ils ont consacrés au rachat d'actions au cours des 5 dernières années par rapport au montant R&D. Je crois que c'est un multiple, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus d'argent à racheter leurs propres actions, c'est-à-dire l'entreprise, avec sa trésorerie, rachète ses propres actions sur les marchés financiers. Ça a pour effet de faire monter les cours, parce qu'il y a des demandes importantes en titre total qui sont mises sur les marchés, donc ça fait augmenter la valeur de l'action. Ça arrange un petit peu tout le monde, depuis les actionnaires jusqu'aux top managers qui ont une rémunération indexée à la capitalisation boursière. Moi
voilà, donc c'est un multiple, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au moins x3 ou x4. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise est engagée dans des pratiques comme ça, on peut douter de sa réelle volonté à s'engager sur le long terme. Voilà, et que dire d'autre, sinon que, bah oui, en fait, dans l'absolu, Total engage des montants importants pour la R&D sur les questions non fossiles. C'est-à-dire, mais en relatif, c'est très peu. Hein, d'accord, je te dis, c'est 90%. Alors la R&D, c'est un peu moins, ça va être 80-20. 80 pour les fossiles et 20 pour les non fossiles. Sauf que c'est quand même problématique. Et ils n'ont pas. Donc, la réponse est en fait. Je sais pas. Non, en fait, tu vois, ils ont créé une coalition qui s'appelle OGCI avec d'autres leaders de l'industrie pétrolière pour créer un fonds d'action sur les questions climatiques et notamment pour faire de la capture de carbone. Ils ont doté ce fonds de 100 millions d'euros, donc quand ils l'ont créé en 2015 à la COP21, sur 5 ans. Et ils en font des plaquettes. Mais le problème, c'est que Total, ils investissent 10 milliards tous les ans. Et en fait, ils passent leur temps à faire des choses comme ça, où ils présentent sur des plaquettes des chiffres qui sont très impressionnants et qui suffisent à combler la dissonance cognitive de la plupart des salariés. C'est-à-dire que la plupart des salariés disent non, mais 100 millions d'euros tous les 5 ans, c'est beaucoup d'argent. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, on fait quoi avec ça? Voilà. Je pense que c'est pas du tout des acteurs qui ont... Et là encore, je ne blâme pas des personnes en particulier, c'est la façon dont ces structures sociales sont organisées, créer des structures d'incitation qui ne les encouragent vraiment pas, structurellement, à préparer les défis industriels du long terme. Vraiment pas. Donc on pourra en discuter sur les détails. Donc là, mais le cas des rachats d'actions est symptomatique de toutes les grandes sociétés cotées. Là, pour le coup, ça excède le cas de Total. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement manifeste. Et en général, ça excède de loin les budgets R&D. Alors, rapidement, moi, je rassemblerai un peu la question 1 et 2 dans ma réponse rapide. Je ne crois pas forcément qu'il y ait une neutralité déjà d'une recherche ou d'une production de connaissances en sciences humaines. J'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, et je trouve qu'il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire, on n'est pas neutre face à son objet, évidemment, en sciences humaines, et ça c'est déjà une forme de changement de soi, d'implication qui fait que quand on s'engage dans une recherche, on se transforme aussi personnellement. Et la transformation, je dis ça presque un peu comme un exercice spirituel, hein. La transformation qu'on fait de soi en abordant un travail intellectuel est quelque chose qui n'est pas rien par rapport à la transformation du monde. Là, je m'exprime un peu comme le trait scolastique, mais je crois que c'est pas tout à fait faux. J'irai aussi un petit peu plus loin, au-delà effectivement, on pourra revenir là-dessus sur le rapport au terrain propre d'un sociologue, mais je dirais de façon plus générale, à propos de la recherche, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est quelle est l'anthropologie et quelles sont les finalités dont une recherche est porteuse et qui ne sont pas toujours dites de manière aussi claire. Quand on dit peut-être une grande entreprise qui finance évidemment une recherche en recherche-développement, elle a des arrière-pensées en tête, mais il n'y a pas que elle qui a des arrière-pensées en tête. Il y a une question que je vous livre, comme ça simplement, parce que vos interrogations la réactivent en moi, c'est quid aujourd'hui d'une science comme la science économique qui, dans certains cas, produit un certain nombre de résultats avec une anthropologie quand même très particulière. Et ça, souvent, on n'y réfléchit pas énormément. Moi, je suis parfois assez frappé, j'ai fait moi-même des études d'économie, mais en rencontrant des personnes qui sont en études d'économie, qui ne réfléchissent pas, même comme chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire établir des modèles, qu'est-ce que ça veut dire bâtir toute une série d'éléments sur des résultats théoriques et scientifiques qui reposent sur une anthropologie, encore une fois, qui est très particulière, qui est celle qui consiste à voir l'individu comme un agent maximisateur, par exemple, de son utilité ou de son profit. C'est pas du tout neutre comme présupposé à la base. Or, souvent, on présente ce présupposé comme neutre. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose à garder en tête, se dire, voilà, attention, une science, elle ne produit pas nécessairement des résultats neutres. Comme chercheur, on a aussi à le prendre en considération. Voilà, c'était un peu des marques générales sur la 1 et 2. Sur la 3, vous avez raison, il y a sans doute quelque chose, évidemment, il faut donner de l'argent aux pauvres, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est écrit dans l'Évangile, ce serait grave si je disais le contraire, mais dans la doctrine sociale de l'Église, il y a quand même une mise en avant, Jean-Paul II avait beaucoup insisté là-dessus, il disait, la propriété privée est nécessaire, mais elle doit toujours être subordonnée, disait-il, à ce qu'on appelle la destination universelle des biens.
C'est-à-dire, en gros, l'homme doit se sentir et doit se penser comme gestionnaire de tous les biens, pas seulement des biens de la création, mais de tous les biens qu'il possède. L'homme n'en est que le gestionnaire. Et je crois que c'est pas simplement se dire de temps en temps je vais donner 10% de mon salaire, ce qui parfois est déjà pas mal, à une œuvre caritative ou à l'église, l'ordre dominicain par exemple. Si vous acceptez les dons, le RIB est inconsultable. C'est pas de pub, voilà. Parce qu'on a beau être anticapitaliste et tout, il faut quand même. Non, mais voilà, je crois qu'ensuite c'est plus profond que ça. C'est même peut-être sortir d'une espèce de logique de quantification. Parce que quand on est encore dans les histoires de est-ce que je donne 10%, 5%, 15%, 20%, on est encore dans une logique de quantification. Vous voyez, je crois que quand même la logique fondamentale de l'évangile, c'est d'abord celle du don. Encore une fois, un très bel évangile que je trouve tout à fait déterminant, c'est celui de l'onction de Béthanie. Vous savez, cette femme qui répand du parfum sur les pieds de Jésus. Jésus le Christ, le Messie, qui veut dire celui qui a reçu l'onction. Alors, dans tout l'évangile, il n'y a aucun lieu où Jésus reçoit l'onction, alors qu'on l'appelle le Christ, le Messie. À un seul endroit, il reçoit l'onction, c'est par une femme pécheresse qui fait un acte justement totalement gratuit et qui est repris par Judas qui dit « Ah ben on aurait pu dépenser cet argent pour les pauvres ». Et le Christ le reprend là-dessus, en disant « Attention, tu es dans une logique calculatrice. » On pourrait dire qu'au fond, ce qui s'oppose le plus à ce que le Christ soit reconnu comme Christ, c'est une logique calculatrice, même mise au service de l'évangile. Et je crois que justement, il ne faut pas rentrer dans cette logique-là, même quand on décide de donner une partie de son argent. Il faut se dire plutôt, ma vie, quel que soit mon état de vie, ça ne concerne pas que les religieux, mais ma vie est un don de toute façon, que je dois faire aux autres. Je vais trouver des formes pratiques, concrètes, et les biens matériels doivent participer de ce don, d'une façon ou d'une autre. Et après, à chacun de répondre aussi concrètement au fait, à la question, comment est-ce que ces biens matériels participent au don que je fais de ma vie. Quelques éléments sur le changement climatique. Je pense que là, on est aussi sur une problématique où l'État a son rôle à jouer en imposant certaines obligations. Quand je dis l'État, ça peut être l'État, ça peut être l'Europe. C'est pas, aujourd'hui, les sociétés de constructeurs automobiles ont des obligations parce que dans quelques années, il va devoir y avoir sur le parc automobile un minimum, enfin un pourcentage maximum, on va dire, de véhicules thermiques. C'est assez intéressant parce qu'il y a forcément de la R&D derrière, donc il y a du lobbying pour essayer de sortir de ça, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Je ne nie pas le fait qu'ils cherchent à minimiser ou à reporter plus loin, mais de ce fait, ça les oblige à, ça va avoir des conséquences sur Total aussi, en second temps. Voilà. Donc il y a tout un ensemble à partir du moment où il y a certaines décisions importantes qui sont prises, qui sont des contraintes, qui peuvent faire bouger les lignes quand les lignes ne bougent pas naturellement. Ça revient au rôle de la redistribution, au rôle de l'État. Sur la fortune personnelle, alors aussi sur le changement climatique, je veux dire, c'est intéressant dans notre entreprise. L'entreprise dont je m'occupe, on est 1800 collaborateurs. Sur 1800 collaborateurs, on a fait un appel, on a ouvert un truc qui était Agir pour le climat. Voilà. Avec une démarche d'information, de formation, en faisant venir des experts extérieurs, et puis d'action, de faire sortir des propositions d'action pour nous, notre société, et puis de sélection des actions et de mise en place des actions. C'est intéressant, j'étais frappé qu'il y a eu quand même 150 collaborateurs sur les 1800 qui ont levé la main pour prendre du temps pour participer aux travaux et à la réflexion. On a fait un truc sur le handicap. Il y en a eu 120 qui ont levé la main pour faire dans la même démarche, agir indépendamment. Enfin, je veux dire, ça leur a apporté 0 €, c'est clair, pour réfléchir sur le handicap dans notre entreprise et comment on pouvait sensibiliser, accueillir, faire évoluer les postes de travail, etc. Voilà, c'est des exemples qui sont aussi. Alors, c'est des gouttes d'eau, tout ça. Je veux dire, évidemment, ça ne va pas changer les 3 degrés vers lesquels on va de façon à peu près certaine. En tout cas, ce n'est pas ça individuellement, mais c'est ça petit à petit un peu partout. Sur la fortune personnelle, je ne reviendrai pas sur l'ISF, j'ai dit ma pensée perso, ce qui m'a conduit de façon très simple à augmenter les dons à due proportion de ceux que l'on m'avait fait gagner. Voilà. Enfin, à un moment donné, tu ne peux pas dire c'est à l'État de redistribuer. Ah mais non, mais par contre,
on ne prend pas chez moi, évidemment, c'est pour ils redistribuent l'argent des autres. Donc voilà, donc ça c'est une action, mais ce qui est important, c'est que ceux qui ont de l'argent ont une capacité à faire des choix de consommateurs particuliers. Acheter que du bio, tout le monde ne peut pas acheter que du bio. Il y a une partie des gens pour lesquels cette consommation bio représente un surcoût qui les empêche de passer la fin du mois. Ceux qui ont de l'argent n'ont pas ce sujet-là. Alors peut-être que ça les empêche d'acheter je ne sais trop quoi, mais ils peuvent le faire. Donc il y a une forme de consommation qui est finalement plus aisée pour être moins destructrice, ou plus porteuse, quand on a de l'argent plutôt que quand on n'a pas. Donc ceux qui ont de l'argent ont une responsabilité, je pense que ça rejoint ce que tu disais, ont une responsabilité quant à l'utilisation de leur argent. Et c'est ça les questions. Après, on peut tout à fait dire que heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour que des bâtiments soient maintenus, de beaux bâtiments restent, ou que ou que l'art continue à se développer. Alors on peut dire l'art ça ne sert à rien, mais s'il n'y a pas d'acheteurs d'art, c'est sûr qu'il n'y aura plus de peintre. On peut dire que c'est peut-être pas utile, j'en sais rien. Mais si on souhaite que l'art continue à se développer, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui achètent. Mais voilà, la question de celui qui a de l'argent, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Merci. Il nous reste, si je ne me trompe pas, 5 grosses minutes. Donc on va prendre quelques questions et répondre rapidement. Donc voilà. Désolé. Vous deux et Bonjour. On a parlé du pouvoir des consommateurs et du pouvoir de l'État dans le changement climatique notamment. Je pense qu'ici nous devons tous nous interroger sur les actions, sur notre consommation quotidienne et sur les impacts que ça a sur l'environnement. Je pense que l'État a aussi un gros rôle à jouer dans la transition et pas vraiment sur la bonne voie aujourd'hui, mais j'espère qu'il va réussir à s'y mettre. Et je pense aussi que les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Et vous disiez, ça m'a un peu étonné que vous reportiez la faute beaucoup sur les consommateurs. Je pense qu'une entreprise, qui vend des SUV par exemple, la question c'est un peu, est-ce qu'une entreprise a pour seul but d'aller vers du profit, ou alors de se donner une mission dans laquelle elle se repère de temps en temps, ou alors est-ce qu'elle a aussi un but social, et est-ce que dans le but social, si on fait la transition énergétique, écologique, est-ce que continuer à vendre des SUV c'est quelque chose qui est bon pour l'ensemble de la société? Est-ce que faire du marketing intensif sur ces questions, c'est quelque chose qui est bon pour la société? Et une deuxième question. Moi j'ai une question un peu sur le rôle de nous les jeunes, et peut-être encore plus nous les jeunes chrétiens. Est-ce que notre rôle c'est pas de garder un peu cette radicalité, parce qu'on dit souvent que les jeunes sont assez idéalistes, est-ce que c'est pas un peu notre rôle de garder nos idéaux, de ne pas les mettre de côté et de ne pas faire des compromis en disant bon je vais bosser dans cette entreprise, elle fait des choses bien, elle fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez sur le changement climatique, c'est un bon exemple je pense. C'est une dernière question. Oui, moi je suis géologue et du coup j'ai encore moins envie de travailler chez Total, mais bon ça c'est un détail. Pardon. Le capitalisme c'est basé sur la croissance et en utilisant des ressources naturelles, humaines et immatérielles qui sont finies de manière infinie. Et pour moi c'est une aberration. Et du coup, étant donné que tout le modèle est basé sur une aberration et donc un mensonge, est-ce qu'on peut accepter de rentrer dans ce modèle-là en tant que chrétien? Vous parliez de structure de péché. Est-ce que le capitalisme en lui-même n'est-il pas une structure de péché? Et notre responsabilité, c'est de ne même pas rentrer dedans. Voilà. Ou le détruire. C'est un peu de répondre rapidement. La première question, alors la question de la responsabilité des consommateurs, la responsabilité de l'État, etc. Moi je pense que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, au fond, c'est de pointer du doigt et en tout cas de dire qu'il y a vraiment une responsabilité qui est très importante, c'est la responsabilité des producteurs, quelle que soit l'entreprise que vous allez rejoindre, même si vous allez peut-être produire des services. On a l'image du producteur qui serait quelqu'un qui serait des coupons sur une chaîne, mais aujourd'hui, même si vous avez un travail immatériel, vous êtes des producteurs. Et tu as raison, je pense que si on prend une quantité d'industries, notamment l'industrie pétrolière sur laquelle je travaille, mais c'est tout aussi vrai de l'industrie automobile qui lui est très liée, c'est que historiquement, en fait, faire la présupposition
qu'il y aurait une forme de responsabilité partagée et équilibrée entre les producteurs et les consommateurs est faux aujourd'hui, de mon point de vue, sur certaines industries, par exemple l'industrie automobile, tout simplement parce que d'un côté, on a des consommateurs qui sont tous complètement atomisés, qui ne sont pas du tout coordonnés, il n'y a plus de coopératives de consommateurs qui essayent, enfin il y a quelques associations, mais elles sont d'un pouvoir assez faible. Et en face, on a des pouvoirs oligopolistiques qui se sont organisés, en fait, on va dire, depuis la révolution industrielle, et qui ont, pour les aider, on va dire, des relais importants, des relais d'influence importants auprès de l'appareil d'État, des techniques de publicité, en fait, qui biaisent monstrueusement le choix des consommateurs. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a un très gros déséquilibre sur cette question-là. Donc en fait, la responsabilité des producteurs est beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, on le voit aussi dans le fait que ces producteurs-là soient capables d'acheter en fait l'État, simplement via des lobbies qui sont très importants. Donc je pense que la responsabilité des producteurs est très importante. Donc ça veut dire que quand je rentre dans le monde de la production, comment je fais pour, on va dire, limiter les dysfonctionnements en fonction de la sphère professionnelle que j'ai rejoint. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, moi, mon impression, c'est qu'il y a plusieurs critères de choix. C'est d'abord quelle est la taille de l'entreprise dans laquelle je vais rentrer, et une fois que je serai rentré, comment je me situe dans les rapports conflictuels éventuellement, et comment est-ce que je vois des lieux où je peux intervenir, par exemple en syndicat, parce qu'à partir du moment, moi, et donc ça rejoint peut-être un petit peu la question qui était posée par la jeune fille, quand j'ai rencontré quelqu'un qui était au bord de chez Total, donc c'était l'un des rares syndicalistes du CAC 40 à être au bord de l'entreprise, qui était la CFDT, donc c'est loin d'être un révolutionnaire, hein. Il me disait, aujourd'hui chez Total, à la CFDT, on n'arrive pas à recruter des jeunes cadres parce que quand ils prennent leur carte à la CFDT, ils mettent un peu une option sur leur carrière. Donc voilà, c'est aussi simple que ça veut dire qu'en fait, on peut encore aujourd'hui rentrer chez Total et être pour la gratter au rang 1. Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'était quand même intéressant. Dans les années 2012, la CFDT avait dit, nous, on ne veut pas développer des projets de sable bitumineux au Canada, alors que la direction était tout feu tout flamme sur ces projets, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des lieux. Je ne vais pas dire qu'il faut rentrer chez Total à la CFDT, je ne suis pas sûr que vu la fenêtre de temps qu'on a sur le changement climatique, ce soit très intelligent. Mais je veux juste dire que à partir du moment où on prend des prises de position publiques qui peuvent te mettre en délicatesse vis-à-vis de la chaîne hiérarchique, évidemment, il faut des protections juridiques pour ne pas te faire expulser à la première prise de parole. Donc il y a aussi la question des protections et de l'institutionnalisation de la protection des salariés sur le lieu de travail. Elle sert bien à quelque chose, et c'est pas uniquement pour demander des augmentations, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc il y a un vrai mandat, je pense, à l'intérieur des entreprises, mais on peut aussi tout à fait juger que, alors là c'est la vision un peu plus noire, on va dire, ou très réaliste, c'est-à-dire que tout est source de problèmes et d'exploitation. Alors ça, je pense que de fait, on vit dans un monde qui est organisé de façon très injuste et de plus en plus injuste, parce que le capitalisme aspire à la richesse, creuse l'inégalité, etc. Du coup, moi j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas du coup trop essentialiser le capitalisme en tant que tel, c'est-à-dire que ces chaînes d'exploitation, elles ont toujours existé, et même quand on lit la Bible, il y a toujours, il y a toujours cette relation d'exploitation, elle a toujours existé. La question, c'est vraiment de savoir, une fois qu'on a compris ce qui se passait, comment on peut s'en sortir pour gagner un peu d'argent quand même, pour pouvoir vivre, quoi, et pas être complice de ce qu'on estime être impossible à supporter. Je sais pas, il faut en discuter en fait. Alors on m'a dit qu'il fallait répondre extrêmement vite. Je vais juste me contenter de répondre à la deuxième question, donner quelques pistes, un peu sur le rôle des jeunes chrétiens, qui rejoint d'ailleurs un peu la troisième aussi. En sociologie, on distingue souvent un peu l'effet d'âge et l'effet de génération, c'est-à-dire que quand on est jeune en âge, on est un petit peu plus utopiste et puis plus prompt à vouloir changer les choses. Et je pense que se double à cet effet d'âge l'effet de génération. C'est-à-dire qu'il me semble que la génération à laquelle vous appartenez est une génération aussi qui a conscience de ces changements climatiques, de tous ces dangers qui sont devant nous. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus négliger à la fois cette volonté de changer qui est propre à l'âge, mais en même temps ce moment favorable, on va dire, dans lequel vous faites vos études et dans lequel vous rentrez dans la vie active, qui est de dire, oui, comme chrétien, je suis jeune à ce moment-là, et donc j'en profite aussi pour dire, la responsabilité de ma génération, c'est celle-ci. Et si moi, je n'assume pas cette responsabilité-là, d'autres, encore une fois, ne les assumeront pas nécessairement de façon directe. Donc là, je crois qu'il faut vraiment se redire ça. Il y a un peu un kairos, un moment favorable, qu'il faut saisir, un signe des temps qui est propre à votre génération. Voilà, j'arrêterai et je finirai. Je partage tout à fait. Je pense que la vision et ce que vous partagez aujourd'hui, je veux dire, vos parents et vos grands-parents, non pas par volonté de nuire à la Terre,
ne les avait pas intégrés. Et donc, vous avez intégré des choses qui n'étaient pas intégrées il y a 50 ans ou il y a 60 ans, enfin, je dirais même il y a 10 ans. Donc, en tenir compte est logique. Être partagé, aller vers la frugalité est une vision, enfin, un chemin qui a du sens aujourd'hui, c'est clair. Faire évoluer l'agriculture française, ça a du sens, mais ça passe évidemment par une capacité à la soutenir. Et pour soutenir l'évolution, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui prêtent de l'argent. Sinon, la transformation ne se fera pas. Donc, nous sommes tous liés. Et ce qui est important, c'est de multiplier la prise de conscience à tous les niveaux sur le fait de l'urgence de changer. Donc, on parle du but social de l'entreprise par rapport au but a priori naturel de l'État. Interrogatif du consommateur. Je ne suis pas sûr que les consommateurs soient tous d'accord pour réduire leur consommation. Je pense je crois qu'il faut aller vers ça. Effectivement, il y a une mise en place obligatoire d'outils d'alerte. Aujourd'hui, dans les entreprises, nous avons l'obligation de mettre en place des sites qui permettent aux collaborateurs de déposer une alerte, sachant que leur alerte ne sera vue que par une seule personne nommée, clairement identifiée. Bon, leur permettant de casser la hiérarchie, donc par des alertes, on peut tous penser à des problématiques d'harcèlement, mais pas uniquement, c'est aussi de cohérence avec ce à quoi l'entreprise est engagée. Il faut développer ça. Tu parlais de syndicats, il faut effectivement, les syndicats doivent être forts. Ils doivent être forts. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, on a une situation où nous, chefs d'entreprise, on pousse les collaborateurs à syndiquer. Alors évidemment, après, il y a des doutes sur le fait que le collaborateur était motivé de lui-même. Mais sinon, il n'y a pas suffisamment de candidats. Enfin, c'est pas possible, ça. Faut arrêter. Enfin, je veux dire, il y a un truc bizarre, voilà. C'est un chemin, pas l'unique chemin, mais c'est un chemin pour s'exprimer qui n'est pas saisi. Il n'est plus saisi. Voilà, donc il y a suffisamment de syndicats différents pour que l'on se trouve plus à l'aise avec l'un qu'avec l'autre. Si on n'est pas trop extrémiste et que de ce fait CGT ou Sud apparaissent excessifs, la CFDT est une façon plus aisée. Mais le chef d'entreprise a besoin d'avoir en face des gens qui permettent d'être un intermédiaire avec l'ensemble des collaborateurs. Quant à ne pas faire de compromis, je pense que moi je n'y crois pas et en même temps je le souhaite. C'est-à-dire qu'il faut continuellement se rappeler ce que l'on souhaite faire, mais il faut accepter de faire des compromis pour avancer et ne pas sortir et ne pas s'isoler. Le chrétien, si in fine les chrétiens sont dans un groupe social hors du champ de l'entreprise, de la consommation, de la politique, on remercie bien fort donc nos trois intervenants. Et merci d'empiler toutes vos chaises et les mettre sur les bords. Merci.